Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 309 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le deuxième numéro de la Syllab, notre top 100 des joueurs NBA de 2024, top 100 participatif. Et donc aujourd'hui, on reçoit Lucas, désormais du projet Le Roster, où il écrit là-bas. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petits likes ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour notre deuxième numéro du top 100, la Syllab 2024, Syllab, si en chiffre romain, le C, le top 100 du Basket Lab. Vous avez ce jeu de mots, je l'espère. Et on reçoit quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite le trade de Zach LaVine, mais c'est parce qu'il fait partie de la fanbase des Chicago, et pas du tout de toutes les autres qui pourraient l'accueillir. Aujourd'hui, on reçoit Lucas. Comment ça va, Lucas ? Coucou Guillaume, merci de l'invitation, tout va bien et très heureux de faire partie de l'épisode d'aujourd'hui. C'est un peu vrai ce que je dis. Oui. J'ai l'impression qu'il n'y a que les fans de Chicago qui veulent se trade, alors que tous les autres disent non, mais il est trop payé, on n'en veut pas. C'est pour ça qu'on veut s'en débarrasser, justement, c'est parce qu'il est un peu trop payé. C'est ça, ouais. Comment savoir si vous êtes fan de Chicago, c'est dites-moi ce que vous pensez d'une potentialité de trade de Zach LaVine. Bref, donc Lucas du projet Le Roster, évidemment, et puis également fan de Chicago. On avait fait ensemble le podcast bilan des Bulls 2024 il y a très peu. On en parlait un peu hors antenne là, avec une équipe de jeunes et un cycle où ça y est, on a commencé à faire péter. J'ai l'impression que t'es un peu plus enthousiasmé par la saison qui arrive plutôt que ce que vous avez vécu pendant 2-3 ans, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce côté un peu, on sait pas trop à quoi s'attendre avec ces jeunes-là, etc. Là où, avec DeRozan, LaVine, Vucevic, etc. On savait qu'il y avait quand même des limites. Donc là, c'est ce côté un peu surprise, voir des jeunes qui est excitant, voir des nouveaux joueurs. Donc non, ouais, hâte de voir la saison des Bulls, ou en tout cas plus que là, la saison qui vient de se terminer. Ouais, en même temps, c'est pas très dur. Et donc bref, et puis le projet Le Roster, oui, on n'a même pas dit, mais tu es aussi rédacteur là-bas où tu fais pas mal d'articles, soit un peu tactique, soit un peu stat aussi, souvent, tu parles un peu de tout sur Le Roster, et d'ailleurs pas que des Bulls. Oui, c'est ça, j'essaye en tout cas moi de vraiment être un peu généraliste, même si j'ai mon côté fan des Bulls. Et c'est juste de pouvoir parler d'un peu de tout, etc. Et l'avantage qu'on a chez Le Roster, c'est qu'on a beaucoup de rédacteurs qui sont spécialistes dans une franchise. Donc dès qu'on a une question, on peut voir avec eux, etc. Donc c'est ça notre force chez Le Roster. Alors, la Syllab, notre top 100 de 2024, on fait comme l'an dernier. Le format, peut-être que vous le connaissez si vous avez suivi l'an dernier. Qu'est-ce que c'est ? On a une playlist de 100, on n'a pas de classement en tout début. On a déjà fait un épisode, donc on a déjà un top 5 en fait, puisqu'on les prend 5 par 5, les joueurs un peu au hasard. Donc après un épisode déjà top 5, à la fin de cet épisode, on aura un top 10, etc., etc. Et on va construire tous ensemble le top 100 participatif. On va construire ce top 100 jusqu'à la fin. Donc la QI du jour, je ne l'ai même pas encore annoncé, mais d'abord, concentrons-nous sur ce qu'on a déjà fait. On a un top 5 après l'épisode 1. Est-ce que tu as déjà des choses à redire sur ce classement actuel, Lucas ? Non, pas du tout. Pour moi, déjà sur les 3 premiers, l'ordre est assez évident avec Leonard, Sabonis et Wagner. Et après, c'est peut-être plus une discussion entre Mike Conley et KCP, mais en même temps, pour moi, je mettrais Conley quand même en 4 parce qu'il a davantage de responsabilités à la création, etc. Mais si demain on me dit que KCP est devant Mike Conley, je dirais pas non. Je suis ouvert au débat. Ok. Donc oui, pardon, j'ai même pas rappelé le classement. Donc Kawhi Leonard en numéro 1 pour l'instant, Sabonis 2, Franz Wagner 3, Mike Conley 4 et KCP 5. C'est vrai que moi j'étais plutôt du côté KCP, le mettre devant Conley. Parce que finalement il y a de la création, mais l'écart de volume est quand même pas si grand que ça, et voilà, KCP c'est un peu la Rolls-Royce des 3&D, donc ça aussi à ce point de valeur. Mais ok, je continue à récolter les avis et puis on fera évoluer, on bougera au cas où, pas plus de réclamations parce qu'il n'y a pas trop de classement, tu arrives en tout début de série, mais c'est un peu toujours le truc de début d'épisode où on fait vivre ce classement, on classe, on reclasse, on re-reclasse, et puis on fout en l'air ce que les gens d'avant ont fait, hein. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée à chaque fois. Bref, donc là, la QI du jour, on va parler de Mitchell, on va parler de Derrick White, on a aussi du Bogdanovic, du Keegan Murray et du Rudy Gobert. Alors c'est un peu le hasard, mais donc j'ai laissé comme ça, hein, le Mitchell et Gobert dans la même QV. Question habituelle, avant qu'on détaille un peu chacun des noms et qu'on décline leur profil, c'est un peu le but du jour. Comment est-ce que toi, avant les discussions, tu classes ces 5-là entre eux, et après on les inclura dans le classement, mais ces 5-là entre eux, comment est-ce que tu les as classés de prime abord ?
Ouais. Alors en un, j'ai mis Donovan Mitchell. En 2, Ouais, Rudy Gobert. En 3, ouais. Derrick White. Et c'est là où j'ai un peu plus d'interrogations. Je dirais en 4, Bogdan Bogdanovic. Et en 5, Keegan Murray. Mais là, il y a 5 minutes, je les inversais tous les deux. Donc, allez, pour l'instant, 4 Bogdanovic et 5 Murray. Ok, ok. Bah, je crois que j'avais pareil, mais alors un peu inversé, puisque moi à la fin j'avais bon Mitchell 1, Gobert 2, même si je pense qu'il y a dans ma tête il y a moins d'écart que pour beaucoup de gens, mais peut-être Ouais, on en parlera. White 3 un peu au milieu des deux chapeaux. Effectivement, après ce sera le duel Keegan Murray Bogdanovic. Je tranchais plutôt pour Murray moi, plutôt que Bogdanovic, mais on verra ouais. au fur et à mesure des discussions comment est-ce qu'on va classer. Eh bien on peut aller directement si tu veux bien. Ah non, pardon. La liste des best of the rest, est-ce que tu avais des noms qui ne sont pas dans la pré-liste, mais que tu voulais un peu défendre? Sylvain, à l'épisode 1, nous a parlé de Malik Monk, notamment. Donc, éventuellement, on en reparlera peut-être, voir si on peut classer Malik Monk à terme. Est-ce que toi, tu as d'autres noms dans ce best of the rest qui, pour l'instant, n'est pas dans le top 100, que tu voudrais peut-être inclure au final? Alors, je sais pas s'il va être inclus tel quel, mais peut-être que RJ Barrett est dans une discussion par rapport à sa demi-saison avec Toronto et le changement de rôle qu'il a eu. Où, Ouais, en fait, c'est juste ce côté-là où je me dis si, mais en fait, c'est qu'une demi-saison, l'échantillon est trop faible et il y a quand même des chiffres d'efficacité qui sont pas assez bons de mémoire pour RJ Barrett. Mais en fait, cette demi-saison-là avec Toronto et peut-être l'utilisation plus davantage comme un intérieur à poser des écrans et à rouler vers le cercle. Bah, je me dis que ça peut l'ouvrir sur une discussion au top 100, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faudra confirmer là sur la saison qui arrive, mais on parle quand même du top 100 de la saison 2024, donc bah, pour l'instant, il y est peut-être pas ou il est border top 100, je sais pas. ouais. Non, mais j'y avais pensé un peu à lui, j'y réfléchis. Le problème, c'est un peu comme tu dis, le nombre de matchs. Parce que à Toronto, c'est pas mal, hein. Même en termes d'efficacité, tu te dis, bah, franchement, c'est pas mal du tout. C'est justement, on en avait parlé dans les bilans avec Gabin, je crois, sur le fait qu'il est utilisé un peu différemment, il est utilisé en poseur d'écran, un peu plus de finition au panier, etc. Donc on a une vraie efficacité, contrairement à New York où il était un peu plus en mode porteur de balle classique, pull-up, et sur lequel il est pas bon. Le seul problème que j'ai, c'est que tu vois, t'as parlé de demi-saison, on est même moins que ça en vrai, hein. On est même sur 32 matchs à peine. Donc c'est là où c'est un peu, j'ai un peu tranché pour pas trop le mettre, c'est que techniquement, s'il avait fait ce qu'il a fait à Toronto sur 32 matchs, il avait fait sur 50, 60, il serait dans le classement, à mon avis. Mais sauf que là, c'est vrai que j'ai un peu une règle officieuse de bon, ben, les mecs qui sont à moins de 40 matchs, on les met pas trop. Donc tu vois, il y a plein de blessés qu'on n'a pas. D'ailleurs, Zach LaVine n'est pas dans le classement parce qu'il est blessé, Ja Morant, etc. On traitera leur cas peut-être à la fin dans un épisode spécial blessé, mais tu vois, il y a un peu cet aspect où sur 30 matchs, enfin, le niveau des 30 matchs était intéressant, il aurait pu y être, mais c'est que 30 matchs, donc finalement, ça pèse quand même assez peu comparé à d'autres vraies saisons, en fait. C'était un peu ça mon raisonnement. Mais ok, je note. Je note pour ça, on en reparlera, je pense, plus tard dans la série, ce classement vivant. Mais si t'es prêt, on peut attaquer d'entrée de jeu. Je te propose qu'on aille sur Derrick White, si tu veux bien, comme premier joueur du jour, Derrick White. Donc, je te fais un peu le topo. 33 minutes par match, Derrick White, cette année. 73 matchs joués cette saison également. 105 de true shooting plus, donc plus 5% d'efficacité relatif à la moyenne NBA. 105, c'est pas mal. Sur un usage de 19% d'après Basketball Reference, donc plutôt un volume d'utilisation qui n'est pas celui de Star, hein, clairement. Mais ce qu'on peut dire, hein, pour te lancer, c'est que déjà 2023 était un très bon cru, mais j'ai l'impression qu'on a même fait un step supplémentaire en 2024. Ouais, clairement. Ben, on a un peu, on voit une évolution dans son jeu à Derrick White, où peut-être que l'année dernière, il était quand même davantage utilisé en tant que spot-up shooter et gros défenseur. Là, cette année, on le voit un peu plus balle en main. Ça se remarque déjà dans l'usage où il est passé du 40e centile au 58e. Donc, il y a une petite progression. Et en fait, ça s'explique parce que Derrick White, c'est quand même un ball handler qui est sous-estimé, je trouve, parce qu'il a une bonne, il a une bonne capacité à lire les défenses sur pick and roll, pour trouver pas pour être un passeur d'élite, hein, mais pour faire des passes en renversement ou même juste pour faire la passe simple et profiter du spacing de Boston. Il est parfait là-dedans et en fait, c'est vrai que c'est un peu le changement qu'on a vu chez lui. Parce que, comme je dis avant, c'était quand même avec Marcus Smart, avec Marcus Smart à ses côtés, il était quand même davantage utilisé en tant que spot-up.
Et là, d'être un passeur secondaire, je trouve que c'est super intéressant, c'est super complémentaire à Jrue Holiday, sans oublier que sa défense, elle est toujours aussi élite. Ouais, oui, non, mais évidemment, ça, on pourra Ouais. encore parler de la défense tout à l'heure, mais là, c'est aussi impressionnant. Mais c'est vrai que l'évolution offensive est, à mon avis, assez notamment notable, mais surtout impressionnante, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, on a ce départ de Marcus Smart qui a été échangé, et dans le même temps, l'arrivée de Jrue Holiday, voilà, Jrue Holiday établi en NBA depuis beaucoup plus longtemps, meneur titulaire depuis le début de sa carrière, hein, quasiment, gros minutage, grosse responsabilité, etc., etc. Mais sauf que finalement, dans les faits, c'est pas du tout Jrue Holiday qui a pris un peu la création de Marcus Smart, ça a été Derrick White plutôt. Et au contraire, Jrue Holiday s'est contenté d'être un rôle un peu plus mineur, connecteur, plus fluidificateur de jeu que créateur. Et donc c'est là où on voit que l'émergence de Derrick White a été notable parce qu'il a pris ses responsabilités et finalement ce vide de l'absence de Marcus Smart, c'est un peu lui qui a récupéré tout ça. Et donc il y a cet aspect de création, plus que comme tu disais, avant il était un peu plus axé spot-up. Maintenant on a plus un vrai porteur de balle. Et d'ailleurs, je sais pas si tu remarques aussi, mais il le fait en étant tout aussi efficace qu'avant. Donc c'est là-dessus où je pense que le step-up l'amélioration est à ce point impressionnante, c'est que il est tout aussi efficace, voire même un peu plus, alors que son profil de tir a changé, la difficulté de son jeu a changé, et que pourtant il est tout aussi efficace, voire même un peu plus, quoi. Donc c'est vraiment, on passe tous les obstacles de plus en plus. Déjà quand il arrive en 2022, c'est un joueur très sympathique qui peut aider une équipe en playoff, et on l'a vu. 2023, il prend encore une entrée en pleurs de ah ouais, en fait c'est plus que sympathique, c'est même très très sympa. Et là c'est carrément titulaire NBA d'une équipe championne NBA, mais même dans un rôle de créateur, quoi. Donc on a l'impression que voilà, plus les années passent, plus les obstacles il les fait tomber, et puis il n'y a pas de souci, quoi. Il n'arrête pas de s'améliorer. Notamment ce qui est assez appréciable, c'est le shoot aussi qui se maintient. Ça a toujours été un peu la limite côté San Antonio, où à l'époque on se disait mais est-ce que c'est un shooter viable, etc. Alors il y avait un peu de pull-up, mais le 3 points ça passait pas trop. Là on a vu que ça fait 2 ans que ça shoot très bien côté Boston, et donc notamment l'an dernier on se disait mais est-ce que c'est une bonne année, est-ce que c'est une anomalie ou pas, ou est-ce que c'est des vrais progrès. Bon là il confirme, hein. Donc l'an dernier 38%, là cette année 40%, même sur plus de 7 tentatives à 3 points, avec même des pull-up à 3 points. Voilà, je pense qu'on peut dire que on n'est plus sur la version d'avant où le shoot était un peu un point d'interrogation. On est aussi sur un mec qui non seulement est un bon défenseur, non seulement est un créateur, mais en plus maintenant il y a le pull-up, il y a le shoot qui a priori est quand même de bon niveau, et on peut ancrer dans le marbre que ça y est, quoi. Je pense, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, clairement, depuis son arrivée à Boston, il est à 39,8% à 3 points, donc c'est excellent, hein. Et Ouais. même l'indicateur lancer franc, il est rassurant, parce qu'il est à 88% à peu près au lancer franc. Et je me suis amusé un peu à regarder ses statistiques, du coup, sur catch and shoot et pull-up à 3 points. Et en fait, donc sur catch and shoot, cette saison, il était à 41,8%. Ça le classait 18e sur 57, parmi ceux à minimum 4 tentatives, et j'ai pris 30 matchs joués. Et en fait, c'est des chiffres qui sont proches de Buddy Hield ou Cam Johnson, qui eux sont des shooters référencés. Et même quand on regarde en playoff, alors l'échantillon est beaucoup plus réduit, donc faut pas le prendre au pied de la lettre, mais il est à 45% sur ses catch and shoot à 3 points, tout en maintenant une efficacité sur pull-up autour des 35%, ce qui fait que au final, on a un joueur qui est capable d'avoir plusieurs rôles en attaque. Donc avant juste de spot-up shooter, et maintenant de ball handler et de pull-up. Et ça fait vraiment une grosse différence, parce que tu peux l'inclure dans ton système, tu peux lui proposer différents rôles. C'est-à-dire que quand tu as Jason Tatum et Jaylen Brown à tes côtés, peut-être davantage jouer off-ball, attendre, être pas le ball handler principal, ou en tout cas le porteur de balle. Tandis que quand les titulaires sortent et que tu le mets avec la second unit, c'est là où tu vas davantage le responsabiliser. Et c'est vrai que ça, c'est parfait pour lui, et c'est parfait pour n'importe quel coach, parce que c'est le joueur, peut-être un des meilleurs role players de la ligue, dans cette capacité à s'adapter à tout ce qu'on lui demande. Ouais. Non, mais effectivement, il y a cet aspect de création qui est très appréciable, hein, de porteur de balle, de passing. Alors, c'est pas un passing très flashy, c'est même pas un passing où il fait des passes qui traversent tout le terrain vers le corner opposé, ou ce genre de truc. Mais je trouve que, mine de rien, il y a quand même un peu de... déjà des très bonnes lectures, des basiques, mais même un peu plus, tu vois, parfois un peu de manipulation de défense, un peu de je maîtrise le timing, je sais comment prendre l'écran, je sais comment attendre, mettre le défenseur dans le dos, etc. Et donc il y a aussi une vraie expertise là-dessus. C'est pas juste genre un arrière qui sait juste envoyer la passe de alley-oop et un peu la passe à terre, et puis pas grand-chose de plus, quoi. Je trouve qu'il y a quand même un truc en plus, mais comme tu dis aussi, la force de son profil, c'est qu'il est devenu très bon et responsabilisé on-ball, mais il reste aussi hyper intéressant off-ball, et
plus que off-ball en termes de, c'est un profil hyper malléable en fait. Et on a bien vu que le système de Boston, c'est aussi comme priorité d'aller cibler les mauvais match-up et de créer des mismatchs pour ensuite les attaquer en un contre un. Bah, le fait d'avoir un Derrick White qui est aussi un très bon poseur d'écran, qui peut faire des piquets dans l'inversé, qui peut apporter ce, il y a vraiment un côté polyvalent et malléable en fait que j'aime beaucoup, et lui est comme ça, Jour Holiday est comme ça, Tatum aussi est comme ça. Enfin bref, c'est un thème récurrent pour Boston, mais il y a ce côté avec et sans ballon qui est hyper intéressant. Et je peux te lancer aussi, mais là on n'a même pas encore commencé à détailler tout ce qui est la défense en fait. Ouais, c'est ça, c'est que je pense que là où il est vraiment élite, c'est en défense. Parce que sur la défense extérieure, il y a très peu de joueurs qui sont aussi bons que lui. Parce que déjà, de base, c'est un défenseur qui est très intelligent, que ce soit dans la lecture des écrans, pour identifier les points forts, points faibles de son adversaire direct. Ce qui fait que, finalement, c'est un défenseur qui commet assez peu de fautes, et qui, également est très bon dans la protection de cercle quand il vient en aide en second rideau. Et il y a un chiffre qui est ultra marquant, c'est son block percentage, pardon, qui est, depuis son arrivée dans la ligue, mis à part sa première saison, mais il avait joué que 100 minutes, donc on l'élimine, mais sinon il est toujours dans le 97e centile minimum. Là, cette année, c'était le meilleur à son poste. Et en fait, il a vraiment cette capacité à venir en aide au bon moment. C'est quelque chose d'assez élite, et ça lui permet finalement, je trouve, de défendre plus grand que ce qu'il est lui réellement. Parce que justement, il a cette capacité à être sur la balle, mais également à être off-ball et proposer des aides. Sans oublier qu'il a une excellente capacité de help and recover, que ce soit côté ballon, parce que souvent on l'a vu, il va faire comme une sorte de prise à deux sur le porteur de balle, et donc du coup il va lâcher l'arrière qui défendait, qui était à côté. Sauf qu'après, très vite, s'il y a la passe, il va revenir dans le bon timing sans être en retard. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'impressionne avec lui, sans compter qu'il a cette intensité défensive et cette endurance qui est vraiment impressionnante. Ouais. Non mais c'est clairement, je pense que c'est parmi les, comme on dit, les meilleures mains défensives de NBA. Tu vois, il y a des mecs comme ça qui ont des mains assez incroyables, de pouvoir voler des ballons, de pouvoir dévier des ballons, le côté bloc aussi, comme tu dis, les contres, une coordination main-œil où il sait viser, etc., etc. Mais on a affaire à des mains défensives d'élite, hein, un des meilleurs playmakers défensifs de NBA, et qui est plus, en effet, plus un côté les mains face au ballon, quoi. C'est pas un mec qui va forcément tout le temps jaillir sur des lignes de passe un peu, tu sais, comme Dwayne Wade à l'époque ou des trucs comme ça, mais c'est une telle précision avec ses mains, des instincts de vivacité, etc. Et là on parle que de ce côté playmaking défensif, mais voilà, il y a aussi l'aspect de défense on ball aussi, hein, au-delà de créer des turnovers, le fait de bien coulisser devant l'attaquant, de rester accroché à travers les écrans. Il est fabuleux en termes de navigation d'écran. Voilà, il y a tout cet aspect-là qui est génial en termes de défense on-ball, et tu l'as dit aussi, la défense off-ball, l'activité. Donc franchement, c'est vrai que autant en attaque, on a un joueur qui est sympathique, même très sympathique, mais bon, comparé à d'autres stars et offensive, il est quand même plus bas, on est d'accord. Mais c'est vrai que défensivement, on est sans doute sur un des, je sais pas combien, 5, 10, 15 meilleurs défenseurs de NBA. On est dans l'élite de l'élite en fait, hein. Et d'ailleurs, je sais pas s'il a été élu All Defense ou pas cette année. Alors, je l'ai plus en tête, je vais regarder ça tout de suite. Je crois que Caruso l'a Mais déjà, été, oui, mais il est dans la seconde. ouais, voilà. Donc, Donc, il est dans la seconde. et il a plus, tu vois, à ce stade de sa carrière, je trouve que Holiday est beaucoup plus un aspect de flexibilité de line-up, parce qu'il est très gros, très costaud, donc tu peux le mettre sur des grands, tu peux le mettre sur des ailiers, tu peux il a été testé sur des pivots, hein, sur des Embiid ou des mecs comme ça. Et la complémentarité aussi d'un Derrick White par rapport à Jour Holiday, c'est que lui est peut-être moins costaud, mais par contre c'est beaucoup plus fluide, mobile, vif sur des petits arrières. Et c'est un mec, tu vois, tout ce qui est bon, défense traditionnelle du poste 2, voire des postes 3, ok, mais surtout, s'il doit courir à travers les écrans sur tout le terrain, chasser un Stephen Curry, chasser des petits mecs comme ça, il peut le faire, quoi. Donc c'est aussi la force de Boston d'avoir autant de profils défensifs différents, qui permet de couvrir absolument tout le spectre défensif, en fait, on peut dire. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses à aimer. Le seul bémol qu'on pourrait mettre, c'est que il n'y a pas un énorme volume de création offensive et de scoring. Mais à part ça, on chipote, mais on est sur un mec qui a une valeur absolument géniale, parce qu'il est bon un peu partout, voire même élite en défense. Et donc, à moins que tu aies autre chose à rajouter, hein, tu me dis, tu m'interromps. Mais sinon, Non, non, si non, on non. se projette dans le classement, où est-ce que tu l'imaginerais alors? Pour moi, il se battrait avec Franz Wagner. La D'accord. différence, c'est que Franz Wagner, c'est quand même un joueur qui évolue davantage on-ball, qui a plus de responsabilités offensives.
Mais en fait, le côté role player élite, enfin, je pense que c'est l'un des meilleurs de la ligue, voire peut-être même le meilleur, fait que pour moi, en fait, si pour moi, il est vraiment dans ce range-là pour l'instant autour de Wagner. Alors je sais pas, j'hésite encore là à le placer en dessous ou au-dessus de Wagner. C'est là où j'ai la plus grosse hésitation. Ouais. Non, j'ai un peu pareil. J'ai un peu pareil, donc Ouais. ça me rassure que tu me dises ça parce que j'étais en train de me dire, est-ce que c'est pas un peu trop téméraire si on l'imagine au-dessus de Wagner? Mais t'as l'air de dire que c'est une possibilité pour toi aussi alors. Ouais, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que les chiffres d'efficacité sont tellement bons et il est tellement bon dans tellement d'aspects du jeu que ça en fait quand même un joueur complet mais qui a juste pas ce rôle de créateur là où Wagner l'est un peu plus. Donc, je pense que de par ses responsabilités offensives, je mettrais peut-être Wagner devant, mais honnêtement, si Derrick White est devant, je crie pas au scandale. Donc peut-être là pour l'instant, je le mettrais juste derrière Wagner, mais même là, c'est sujet à débat quand même. Bah, le truc, l'argumentaire, ce serait que bah, Wagner est beaucoup plus un créateur. Donc il y a le créateur offensif, ça a plus de valeur que le role player génial. Ce serait un peu l'argument, mais tu vois, même cet argument, on peut arriver un peu à le nuancer d'une part et d'autre, parce que bah, Wagner, mine de rien, ok, c'est un créateur, il a du volume, mais c'est pas comme si c'était un énorme volume non plus, quoi. C'est d'ailleurs peut-être un peu la déception, c'est parce que je pense qu'il pourrait faire plus, moi, à mon sens. Mais voilà, on n'a pas non plus un écart de volume si grand que ça. Et de l'autre côté, White, c'est pas justement, c'est pas la version de 2023. C'est pas la version juste le connecteur, le fluidificateur génial et pas grand chose de plus. Bon, comme on a dit, comme on l'a développé, il y a aussi pas mal de créations cette année. Donc ça, plus le fait que, comme tu as dit, un peu l'efficacité, mais au-delà de ça, il y a de la création en plus cette année. Il y a aussi une polyvalence qui permet de dérouler plein de trucs. Donc il y a cette valeur tactique aussi. Hein, en fait, tu peux à peu près tout faire avec Derrick White. Plus l'aspect en défense où il est, à mon avis, il a un peu plus de valeur en défense. Même si Wagner est pas mal, mais White, à mon avis, est quand même plus de valeur en défense. Donc ouais, tu vois, à force de parler, je m'auto-convainc de le mettre au-dessus de Wagner. Non, Si... non, mais même là, c'est vrai que même en y réfléchissant, ça a quand même un peu plus de sens parce que Wagner est pas non plus ce créateur d'élite pour les autres. Donc même là, cet aspect-là, ça reste à nuancer. Et comme tu dis, en fait, il y a une telle progression dans son efficacité avec la balle et la création que honnêtement, White, oui, sûrement là maintenant, tu vois, au moment de ce que tu me dis, ça m'a convaincu de le mettre juste devant Wagner. Ouais. Bon, on s'est chacun autoconvaincu alors là-dessus. Allez, partons, mettons-le là alors. On met Derrick White entre Sabonis, Domantas Sabonis et Franz Wagner. On l'insère à ce niveau-là du classement. Et avant d'avancer, tu le sais, c'est le moment des quiz. Petit quiz pour terminer ces petits portraits. Donc c'est des qui est sur le terrain. Le quiz qui est sur le terrain. Donc qui est sur le terrain pour des moments marquants de cette saison ou des Ouais. actions un peu marquantes. Nous sommes le. Alors on commence par le quiz difficile aujourd'hui en plus. Nous sommes le 19 mars 2024 et c'est un chase down block sur quelqu'un qui a mis 50 points cette saison, sur Malachi Flynn, rends-toi compte. Est-ce que tu es Oula. capable de me citer qui est sur le terrain au moment de ce chase down block de Derrick White sur Malachi Flynn? Bah, vu que tu viens de me dire que c'est difficile, j'imagine qu'il est avec la seconde unit. Exactement. Euh, donc du coup, je dirais qu'il y a qui est-ce qu'il y a? Il y a Peyton Pritchard. Il n'est pas sur le terrain, non. Donc, ok. Tillmans. Non, non plus, Tillman non plus. Ok. Hauser. Sam Hauser non plus. Non, c'est encore pire que Sam ça. Hauser. C'est pire que le banc, c'est le bout du banc, j'ai l'impression. C'est donc Luke Cornet. Oui, Luke Cornett est là. Tac, tac, tac. J'avoue, j'ai pas du tout les noms là en tête tout de Alors, on a suite. quelqu'un qui est arrivé dans un trade de la part de Philadelphie, passé par Tennessee, la fac de Ah, Tennessee à l'époque. Selinger, non? Pas Non. Selinger, ouais, je te l'accorde, c'est Jaden Springer. Peut-être t'as confondu les deux noms, ouais. Oui. Jaden Oui, oui, Springer, oui. Pardon. le petit arrière. On a quelqu'un qui à la base était de l'écosystème de Toronto, mais ensuite il est parti aux Pacers un peu parce que il a suivi Nate Burken. Et ensuite, maintenant, il a été récupéré par les Celtics depuis un an, un ailier défensif. Ça te dit rien, ça? Brissette. Exactement, Ochet à Brissett, Non, et ok. sur le terrain. Ok. Et le dernier Celtics, c'est un Ukrainien. Ça te parle, ça, ou pas? Non, là, tout de suite, non. Un Ukrainien qui était allé à Kansas à peine 14 ans, non, où il a fait plein d'équipes, hein, plein d'équipes dans sa carrière. Non, je peux même pas faire de jeu de mots parce que le nom est trop compliqué. C'était Zvi Mikhailuk.
Oui, ok. Simi Mikhailuk qui était sur le terrain, voilà, pour Boston. Et de l'autre côté, alors, est-ce que tu as des noms qui est sur le terrain côté Détroit aussi? Côté Détroit, il doit y avoir Evan Fournier. Exactement, Evan Fournier est là. Qui est-ce qui pourrait être là? Duren? Non, pas Duren, il y a un backup. Non. Isaiah Stewart. Non, Isaiah Stewart. un backup ancienne future star. Ah, ben James Wiseman. Exactement, Wiseman est sur le terrain, tout à fait. Donc Flynn, Wiseman, Fournier, il t'en manque 2. Est-ce qu'il y a Fontecchio? Non, il n'y a pas Fontecchio. On est plutôt un mec de back courte, paradoxalement. Donc Evan Fournier est 3. Ah, ben oui, Ivy, Jaden Ivy. Exactement, Jaden Ivy. Et le dernier, alors là, je pense pas que tu le trouveras. C'est un mec qui a un nom très très compliqué. Et je crois qu'il était passé par Memphis en cours d'année. Non, je sais même pas te le faire deviner. Je sais même pas si tu le connais. C'est Tosan Ebwomwomba. J'arrive même pas à le prononcer. Ça te parle ou pas ce nom? Non, honnêtement, je vais pas faire le menteur. Non, j'ai pas assez vu pour. C'est alors, comment j'ai dit, Tosan Evbuomwan. Evbuomwan. Voilà, Tosan Evbuomwan. Ouais. Bref, donc voilà pour le quiz difficile. Au moins ça t'échauffe pour le reste de l'émission. C'est ça. Mais ok, on peut avancer vers notre deuxième joueur du jour. Je te propose qu'on passe sur Keegan Murray alors. Keegan Murray, je te fais le topo vite fait. 34 minutes par match, 77 matchs pour Keegan Murray cette année, 98 de true shooting plus, donc moins 2%, 98 pour la 100, moins 2% relatif à la moyenne qu'on fixe à 100. Moyenne au scoring individuel évidemment, d'efficacité, sur un volume de 18% d'usage, donc un volume qui est pas non plus très gros, hein, pas si grand que ça, 18%. Et pour te lancer, c'est vrai j'ai l'impression qu'on est un peu comme tout le monde à Sacramento sur une saison un peu légèrement décevante. Il y a un peu cette déception parce que la saison rookie était quand même super intéressante, d'autant plus que la saison collective de Sacramento avait été très bonne. Mais c'est vrai que là, cette année, on l'a vu opérer un petit changement dans son jeu où il s'est pas limité que à ce rôle de spot-up shooter, mais il a essayé de prendre davantage la balle pour lui. On l'a vu prendre davantage de pull-up à mi-distance où je pense qu'il se cherche encore sur ça, hein, parce que en termes de pull-up par match, il est passé de 1,1 à 3,1 pull-up tentés par match. Sauf que dans le même temps, il y a eu une baisse de l'efficacité. Ouais. Où, si on prend l'efficiency field goal percentage, il est passé de 52% à 44%. Donc c'est vrai que pour l'instant, je pense qu'on est quand même sur un joueur qui avait un rôle la saison dernière, qui là essaye de voir s'il peut aller plus loin que ce rôle-là. Et c'est ce qui explique, je pense, aussi cette baisse d'efficacité, parce que justement, il prend des tirs qui sont un peu plus compliqués, où il doit créer par lui-même plus que la saison dernière. Oui, non, mais je pense que c'est ça. Hein, bon, après, à quel point est-ce qu'on doit être déçu ou pas par rapport au potentiel, mais tu vois, c'est vrai que pour moi, c'est un peu le type de joueur qui débarque en NBA, déjà un peu plus vieux, avec pas tant que ça de potentiel et de marge de progression, pas énormément en tout cas, mais qui en fait est déjà un produit fini en un sens, et qui est déjà, d'ailleurs on l'a vu l'an dernier, il débarque et en tant que rookie, c'est déjà un mec qui est d'ailleurs qui est calibre top 100 et qui est de suite valuable dans des bonnes équipes, quoi, dans une bonne équipe compétente. Donc pour moi il y a un peu ce truc où il n'y a pas non plus beaucoup de potentiel, mais parce que déjà il arrive très fort, et c'est vrai que encore cette année on a vu, voilà, c'est typiquement le mec qui va pas être une tête d'affiche, assez peu créateur, mais qui en fait fait quand même pas mal de choses bien, hein, du genre le spacing, du genre la défense, on pourra tout détailler, mais là, comme tu dis, la nouveauté, c'est qu'on l'a un peu plus testé sur cet aspect de création et que ça a pas trop marché. Donc le déchet, entre guillemets déchet, d'efficacité comparé à l'an dernier où il était plus efficace que la moyenne et c'était pas mal, et que là il est un peu moins, bon ça change pas des tonnes, mais on va dire que cette perte d'efficacité elle vient aussi du fait qu'on l'a un peu plus testé, mais bon, pas non plus des tonnes, quoi, tu vois, parce qu'on est encore au global sur 84% de ces paniers qui étaient assistés. Donc on n'a pas non plus une métamorphose complète, c'est juste qu'on a un peu testé, mais ça n'a pas trop marché. Mais voilà, au-delà de cette légère déception peut-être, je sais pas comment les fans des Kings, ce qu'ils espèrent en termes de potentiel long terme,
je pense que ça va pas beaucoup bouger, mais qu'en fait on a un mec qui, en fait, même s'il reste en l'état, c'est quelqu'un qui est à ce point déjà intéressant parce que ce combo de défense de bon niveau plus le shoot aussi, parce qu'on l'a même pas encore trop précisé, mais c'est d'abord et surtout un shooter à 3 points qui est hyper précieux parce que un shoot qui est assez varié en fait. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, ce qui est marrant, c'est que son meilleur match de la saison, c'était contre Utah en décembre. Il avait inscrit 47 points à 12 sur 15 de loin. Ouais. Et je sais pas si tu te souviens, mais c'était un match où il en avait mis, je crois, 11 consécutifs. 11 tirs à 3 points consécutifs. Enfin, vraiment un moment où il avait pris chaud. Et je trouve que ça symbolise aussi quand même le jeu de Keegan Murray parce que même si on voit qu'il essaye de prendre des tirs un peu plus compliqués par lui-même, au final, ça reste quand même ça reste un shooter d'élite qui est, à minima, sera un rôle d'ailier 3&D qui va tirer dans les corners ou quoi que ce soit et qui peut être très bon dans ça. Même là cette saison, il y a une baisse d'efficacité par rapport à l'année dernière à 3 points, mais honnêtement c'est pas non plus si catastrophique que ça parce que là cette année il est à 35,8% à 3 points. C'est pas élite, mais on est presque au niveau de la moyenne NBA. Donc je trouve que déjà ça c'est super rassurant et c'est également un joueur qui dans le système Kings en tout cas est assez bon je trouve off ball parce que ses coupes vers le cercle dans le bon timing où sa relation avec Sabonis elle est super pour ça. Et je pense que c'est ça en fait. À minima, t'as une quatrième option, enfin, de ton équipe, la quatrième option offensive. Et à voir si maintenant il peut aller au-dessus. Mais c'est vrai que comme tu dis, vu que c'est déjà un joueur qui est à 24 ans, si je me trompe pas, et que forcément il a peut-être une marge de progression qui est plus réduite. Mais en l'état actuel des choses, ça reste quand même un super joueur, un titulaire d'une équipe compétitive en NBA. Ouais. Non, mais tu vois, au niveau du 3 points, effectivement, en fait, il est à 36%. C'est pas cata, mais c'est juste que l'an dernier, il avait débarqué, il avait fait un 42%. Donc, C'est clairement, ça. un chiffre d'élite, enfin, hyper impressionnant. Et ça avait aussi contribué à cet aspect de très valuable, très précieux dès son arrivée, en fait. Hein, ce shoot plus défense. Et donc là, on est passé de 42%, qui était génial, à 36%. Bon, je pense que son vrai niveau est sans doute un peu entre les deux, et à mon avis, on est sur un mec qui, enfin, entre les deux, mais plutôt côté élite, hein, à mon sens. Hein, tu vois, je pense qu'on a à terme un vrai shooter à 40%, assez facilement, peut-être pas, mais de manière assez probable. Le truc, c'est que, en fait, il y a aussi une question de sélection de tir là-dedans. Parce que c'est pas que de l'efficacité, tu regardes les catch and shoot à 3 points, ça s'est pas effondré autant, quoi. C'est passé de 41 à 38. Et au général, il est à quoi? T'as dit combien? 35, 35,8, 36. Donc voilà, Ah je oui, pense c'est qu'il y a, 36, ouais. c'est ça, ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'il a aussi tenté plus de pull-up à 3 points cette année. Donc, c'est aussi là-dessus, il faut arriver à décortiquer et pas juste prendre le simple pourcentage qui baisse d'une année à l'autre. Il faut voir aussi que, bah oui, il baisse aussi parce qu'il prend des tirs un peu plus compliqués. Et bon. Après, est-ce que c'est rentable? Je sais pas à quel point c'est aussi parce que ça a été un peu compliqué à Sacramento cette année avec notamment la très mauvaise saison de Huerter aussi. Donc à quel point ça a pas un peu forcé Keegan Murray à prendre un peu plus de responsabilité? À quel point c'est pas un peu Sacramento qui veut le tester, je sais pas, mais bon, dans les faits en tout cas, c'est vrai qu'on a affaire à un mec qui est plutôt un shooter et qui a eu une mauvaise année pour telle ou telle raison, ça on est d'accord, mais qui est quand même plutôt typé role player, très assisté, du 3 points, mais du 3 points aussi en mouvement, donc ça a de la valeur aussi. Et l'autre truc que j'aime pas des tonnes, mais ça fait aussi partie du profil limité en un sens, en tout cas qui est pas créateur, c'est que il fait assez peu de drive en fait. Hein. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que on a affaire à un mec qui est assez grand, assez long, mais tu vois, on est à peine à 4 drives par match sur cette année. Et le problème vient aussi du dribble en partie. Alors on peut parler d'agressivité également en finition, mais il y a aussi le fait que le dribble est quand même pas si fonctionnel que ça. Et c'est peut-être ce truc qui peut-être le limite encore un peu à je suis principalement un shooter et un role player. C'est que ce drive est quand même pas. Quand il en fait, il est relativement efficace, mais parce qu'en fait, il en fait assez peu, il en fait que quand le chemin est complètement ouvert, quoi. Donc c'est un peu. Je me demande aussi à quel point il y a un peu de valeur à aller chercher, mais en tout cas, en l'état, on peut dire que c'est pas trop sa force le drive, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que comme tu dis, le dribble est pas élite et il y a également, mais il a pas non plus un premier pas explosif. Donc ce qui fait que vu que le défenseur reste collé à lui quand il part en dribble, c'est à ce moment-là que au lieu d'aller au cercle, il fait davantage de pull-up et quand on regarde sa fréquence de tir au cercle, elle a diminué par rapport à l'année dernière. Donc il est passé de 24% à 20%. Donc 20% de tirs au cercle sur son poste, c'est 19e centile, donc c'est très faible.
Et en plus, je rajoute, hein, il a très très peu de lancers francs. Il provoque très Ah peu de oui, lancers oui, francs. Donc à englober aussi avec les tirs au cercle, c'est que c'est qu'il provoque pas de faute, quoi. c'est ça, il provoque pas de faute et bah, ce qui fait que bah, forcément ça le limite un peu pour plus tard et son rôle futur. Et c'est vrai que moi j'ai du mal peut-être à le voir comme quelqu'un qui un jour peut être un très bon driver, sanctionner les aides en allant au cercle. Mais c'est à minima, c'est ça, ce shooter extérieur ou quoi que ce soit. Et peut-être qu'à terme, il peut devenir une sorte de Andrew Wiggins, hein, alors avec quand même des changements, hein. Wiggins version Warriors, avec quand même quelques différences dans son jeu, mais je pense que c'est vers ce rôle-là qu'il doit essayer de tendre. Et alors la défense, qu'est-ce que tu penses de la défense? À quel point tu le trouves bon en défense ou pas? Moi, j'aime beaucoup ses rotations off-ball, surtout depuis le corner opposé où il a de très bons instincts, mais pour l'instant, c'est encore perfectible parce que il y a bah, des fois son placement qui est pas bon ou bah, on le voit avec bah, le placement de ses pieds où c'est pas toujours idéal ou peut-être il arrive avec une demi-seconde de retard ou justement une demi-seconde trop tôt, ce qui fait que bah, l'attaquant peut s'ajuster à son aide ou quoi que ce soit. Mais globalement, je trouve que c'est quand même un joueur qui off-ball est assez intéressant et qui est sur la balle plutôt bon où bah, il a des attributs physiques qui sont très intéressants. Donc il fait 2,03 m pour 211 cm d'envergure. Donc c'est super et bah, il a un bon jeu de jambes qui lui permet de pas être ciblé par les extérieurs, par les petits adverses quand il y a des switches. Et également, c'est un joueur qui se jette très peu en défense. Et moi, j'ai le souvenir d'une fin de match contre Atlanta où bah, Trae Young essaye de prendre un tir et à plusieurs reprises, bah, il est incapable de juste déclencher un tir parce qu'en fait, Keegan Murray se jette pas sur ses feintes et bah, il se replace bien et il reste face à Trae Young. Et ça, c'est vraiment une image qui va y marquer. Et je pense que c'est, comme je dis, je pense pas qu'on va aller plus tard vers un défenseur d'élite, mais en tout cas, ça va être je pense qu'on peut être avec un ailier qui aura un impact positif sur ce côté-là du terrain. Oui, je pense que même qu'il a déjà un peu un impact Oui, positif. Hein. oui, c'est ça, oui. Enfin, c'est déjà une Oui, oui. valeur positive, on est d'accord. Mais autant, tu vois, moi sur le côté défense loin du ballon, je suis un peu plus réticent peut-être. Enfin, même si t'as pas dit que t'étais convaincu, mais mais Oui. effectivement, je trouve que c'est pas mal, mais c'est pas si génial que ça. Par contre, la vraie force de son profil, à mon sens, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui, pour sa taille et surtout sa longueur, est quand même assez mobile en fait, et assez vif. Alors pas explosivité latérale de fou, mais notamment, j'ai pas mal de souvenirs, tu vois, bah, des match-ups contre Curry à traverser les écrans ou courir un peu comme ça. Finalement, il a aussi cet aspect de bah, pas hyper puissant, mais quand même pas mal sur des match-ups plus gros, mais il peut aussi descendre un peu au niveau du spectre défensif et aller défendre des plus petits à travers des écrans, écran pick and roll ou alors écran off-ball. Donc ça, j'aime beaucoup aussi, cet aspect de défensif chez lui, même si on est d'accord que ce sera peut-être jamais un all defense, mais je trouve qu'en l'état, déjà, on a un défenseur qui est non seulement déjà compétent, mais en plus assez polyvalent. Donc ce qui fait au final quand même un beau tableau, quoi. Tu vois, on a parlé des nuances et du fait que bah, y a pas de drive, il y a pas trop de passing aussi, ça on l'a pas évoqué, mais il y a pas trop de passing à part faire une action de temps en temps, la bonne action, mais voilà, il y a pas de création collective. Mais au final, pour moi, hein, on est déjà en l'état sur le joueur que tu peux le plug and play un peu partout, quoi. C'est le shoot à 3 points, plus défense compétente, un profil assez assisté, mais qui finalement a très peu de déchets aussi, tu vois, peu de passing, mais extrêmement peu de turnover aussi. Donc ça, c'est cool. Donc franchement, c'est un mec je pense que tu le catapultes dans n'importe quelle équipe, il peut jouer 25, 30 minutes, quoi. C'est assez facilement. Donc la valeur pour moi vient aussi de ce point de vue-là, quoi. Et peut-être le problème, c'est dans un contexte comme Sacramento où ça marchait pas trop bien, où on lui a demandé de créer plus, on a peut-être vu quelques limites, mais bon, c'est pas très important. Mais ok pour son profil. Tu m'interromps si tu veux rajouter un truc, sinon on peut basculer vers le classement. Où est-ce qu'on pourrait l'imaginer alors notre ami Keegan Murray? Bah, pour l'instant, moi, je le mettrais du coup en dernier du classement, derrière KCP. Euh, Pourquoi? Parce que bah, c'est un joueur qui a pas encore trouvé, je pense, enfin qui sait quel rôle il peut avoir à minima, qui là cette saison a cherché à voir s'il pouvait avoir plus. Et donc juste sur la saison même, c'est vrai que je préfère ce qu'a fait KCP du côté de Denver. Donc pour l'instant, je mettrai KCP devant Keegan Murray. Alors, je me rends compte que pour moi, KCP est devant Murray assez Ah facilement, ouais. en effet.
Mais pour moi, il y a duel Mm. avec Mike Conley. Mais, mais sauf que dans le Oui, classement, pour l'instant, on a Mike Conley au-dessus de KCP. Mais tu vois, je trouvais pas ça évident par rapport à Mike Conley parce que voilà, Conley, on l'a dit, c'est un peu de création, mais c'est pas des tonnes de création, quoi. C'est plutôt la gestion du jeu, de temps en temps un petit pick and roll avec Rudy Gobert, des choses comme ça. Mais c'est pas non plus une création énorme, alors que Murray, il y a un vrai ajout au niveau du tir, il y a une vraie défense un peu plus polyvalente, un peu plus impactante, mais non, je sais pas, je sais pas trop comment faire ça. Après, c'est vrai qu'on, j'ai pas précisé, mais on juge pas non plus l'absolu ou l'intrinsèque. On juge aussi par rapport aux performances de 2024. Et c'est vrai que le côté, bah, il a été un peu moins efficace cette année. On peut aussi peut-être en prendre compte, quoi. ouais, c'est ça, oui. Puis, bah, c'est à voir également. Le problème, c'est que je pense qu'il a pâti de la saison collective moins bonne des Kings. Là où l'année dernière, c'est vrai que bah, tout cliquait parfaitement bien. Là, cette année, ça a été un peu moins le cas. Et donc, bah, peut-être que lui aussi, ça l'a impacté indirectement, Keegan Murray. Pour toi, Mike Conley, comparé à Keegan Murray, c'était évident, Mike Conley était au-dessus. Non, justement, c'est que ça reste quand même super proche. Ouais. C'est pas un oui, enfin un Conley devant Murray et no-brainer. Enfin c'est quand même tu peux discuter parce que comme tu dis en fait Mike Conley c'est pas non plus le créateur d'élite. C'est au final dans l'équipe des Wolves ça reste quand même un joueur de complément aux stars qui sont déjà présentes. Ce que je te propose, c'est que déjà, épisode 2, on chamboule tout. Est-ce qu'on ferait pas un reclassement où on met KCP premier du groupe des trois, ensuite Keegan Ok, Murray et Mike Conley ensuite? moi ça me va. Quoique que c'est peut-être un peu sévère pour Mike Conley. Ou non, ou l'inverse alors. Juste KCP et ensuite Mike Ok, Conley et ensuite Conley. Keegan Murray alors. Pour l'aspect de pas Ouais, efficace cette année. ouais, ouais, pourquoi pas ouais. Mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est assez proche Conley et Keegan Murray hein, finalement. Mais oui, Mm. non, prenant en compte l'aspect aussi de performance et le fait qu'il a été un peu moins bon, un peu moins efficace. Mais franchement, pour moi, il y aurait un peu bataille. Mais ok, ça te va alors si on fait ça, ce reclassement? Ouais ça. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, faisons ça. Faisons ça pour Kylian Murray. Et donc, petit quiz pour finir les actions marquantes de cette saison. Nous allons. Alors, j'ai hésité à prendre le match contre Utah, le fameux match où il fait plein de 3 points, mais j'ai pas pris ça. J'ai pris. Nous sommes le 12 novembre 2023. Un poster dunk contre OKC. Peut-être tu auras cette action en tête ou pas, cette image en tête. Mais donc, qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk de Keegan Murray contre le Thunder? De'Aaron Fox, Fox n'est pas sur le terrain, non. Domantas Sabonis. Sabonis, oui. Qui est-ce qui pourrait avoir été là? Harrison Barnes. Harrison Barnes, oui, en effet. J'ai un doute si Malik Monk est là, parce que je crois que Non, Malik Monk. Ah non, c'est la fin de saison qui. Ah, ok, bon, il était pas là. c'est ni Fox ni Malik Monk. Donc, tac, tac, tac. Keon Ellis. Keon Exactement, c'est Ellis, Keon pourquoi Ellis, pas. ouais, tout à Ok. fait. Et Kevin Werther. Exactement. Kevin Werther aussi est sur le terrain côté Sacramento. Et donc côté OKC alors Shea. SGA, ouais, tout à fait, ouais. Ok. Chet. Ouais, Chet Holmgren. Jalen Williams. oui, tout à fait. Lugensdort. Oui, Et Josh Giddey. exactement, ouais, tout à fait. C'est le classique, hein. Classique. Mais ok, alors on peut avancer. Notre troisième joueur du jour, on peut aller sur Bogdanovic. Petit topo, 30 minutes par match en moyenne pour Bogdanovic cette année, 30 minutes par match sur 79 matchs. En termes d'efficacité, on est à 98 de true shooting plus, donc moins de 2% par rapport à la moyenne qui est à 100. Moins 2% d'efficacité relative à la moyenne sur 22% d'usage. En fait, on est pour te lancer sur un des meilleurs sixième hommes de NBA, sixième homme entre guillemets, qui en fait, mine de rien, a un vrai temps de jeu titulaire. Oui, c'est ça. Ben, c'est vrai qu'il y a, on pourrait se dire, vu qu'il y avait Dejounte Murray et Trae Young devant lui dans la hiérarchie, ben, qu'il allait avoir un temps de jeu pas si élevé que ça. Ben, déjà, la saison dernière, c'était 28 minutes en tant que sixième homme. Là, cette année, il est monté même à 30 minutes. Et ben, c'est vrai que c'est là on a pu voir quand même que ça reste un joueur offensif qui est très bon. Déjà, de base, on sait que c'est quand même un excellent shooter.
En carrière, il est à 38,4% à 3 points et 84% au lancer franc. Et il a vraiment cette capacité à jouer à shooter très vite, pardon, et à également être capable de jouer à la fois avec le ballon et sans le ballon. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup son jeu sans ballon parce que il va lire la défense et proposer des coups vers le cercle ou des démarquages comme ça en anticipant les schémas défensifs. Et c'est ce qui lui permet de trouver ses positions de tir ou même de trouver des angles de drive de cette manière. Et je m'étais amusé à regarder un peu le nombre de possessions off-screen de Bogdan Bogdanovic. Donc c'était à 13%. Donc juste derrière des shooters comme Grady Dick, Luke Kennard ou Chris Peart du côté de Washington. Ouais. Sauf que la différence, c'est que eux, ce sont des shooters purs qui font pratiquement que ça. Là où Bogdanovic, il a quand même cette menace du drive supplémentaire qui lui ouvre son jeu derrière vers du passing ou du scoring à mi-distance. Ouais, tu veux dire, il fait autant de sorties d'écran que certains shooters purs, alors qu'en fait, lui, c'est Oui, aussi un profil complet. Mais oui, je suis d'accord, hein, ouais, ça. c'est aussi pour ça enfin, je soulignais ça, c'est qu'on a un gros minutage, mais c'est pas pour rien, quoi. C'est, bon, il sort du banc, mais pourquoi il sort du banc? Parce qu'on avait Trae Young et Dejounte Murray, je pense, hein. Mais en fait, c'est un mec qui est un vrai créateur, quoi. Je pense que on peut pas trop le comparer à des shooters un peu exclusifs. On a affaire à un mec qui est vraiment complet et je pense un peu sous-estimé, en NBA depuis qu'il est arrivé, parce que c'est de la vraie création de bon niveau, quoi. Je pense que le passing, c'est clairement un aspect où, si tu regardes pas trop Atlanta ou même à l'époque Sacramento, tu t'étais pas au courant, mais il y a quand même un très très beau répertoire de passes, hein, chez Bogdanovic. Donc, ne serait-ce que cet aspect-là. Et puis en plus aussi au niveau du scoring, donc le spacing et tout ce qui est shoot de très haut niveau, ça c'est bien, mais en plus, comme tu dis aussi, cette diversité dans le shoot fait que ça peut être non seulement une menace off-ball juste pour du spacing, mais aussi être un peu un créateur d'attaque un peu indirect avec des sorties d'écran où c'est lui qui va créer le décalage, mais un peu off-ball. Il peut aussi faire du pull-up assez facilement. Enfin bref, il peut un peu tout faire. Et la seule raison pour laquelle il est un peu moins efficace cette année, c'est que il a été un peu moins efficace à 3 points, notamment. Donc forcément, quand tu prends, alors c'est combien? C'est plus de 8 par match, plus de 8 3 points par match, et que tu es un peu moins efficace qu'avant, donc 37 comparé à 40, tu prends tellement de tirs à 3 points que donc ça va un peu affecter le tout, forcément. Donc on a un peu cette nuance-là, mais en dehors de ça, tu vois, c'est aussi un truc un peu bizarre, je sais pas, mais en termes de drive, il en fait pas tant que ça, mais quand il en fait, en fait, il est assez efficace, quoi. Tu vois, 1,17 points par tir sur des tirs en fin de drive, c'est quand même pas mal du tout, quoi. C'est vraiment bon, c'est efficace. Alors c'est pas au niveau d'élite, mais c'est efficace. Le seul problème entre guillemets, c'est que c'est un mec qui fait très très peu de drive comparé à ses pairs, on va dire. Tu vois, je m'étais amusé à regarder les mecs qui font plus de 6 drives par match, un peu comme lui. Donc c'est pas non plus un énorme total, hein, c'est plus de 6 drives par match. Le truc, c'est que si tu le reportes au minutage, donc au ratio nombre de drives faits par minute passée sur le terrain, il est 105e sur 111 joueurs. Donc 111 joueurs NBA avec un certain nombre de drives, il est 105e sur 111 en termes de fréquence de drive, on pourrait l'appeler comme ça, le ratio drive par minute passée sur le terrain. Donc c'est un peu peut-être la seule limite de son profil de créateur, c'est qu'il y a le shoot, il y a le passing, mais il n'y a pas un peu ce côté, je peux aller au panier un peu à volonté ou un peu plus facilement ou un peu plus fréquemment en tout cas. Quand il y va, ça marche, mais il y va pas autant que d'autres, il y va pas autant qu'il pourrait. Donc il y a peut-être un peu ce manque à gagner d'efficacité parce que le shoot est bon, mais là où sont tous les points les plus rentables, c'est au panier. Donc comme il y va moins, il y a moins ce côté aller gratter de la valeur là, quoi. Ouais, ça, même on voit depuis le début de sa carrière, sa fréquence de tir au cercle, elle est toujours dans le 25e centile. Là, il a fait une saison dans le 35e centile en termes de fréquence de tir au cercle. Et c'est son max. Et en fait, on voit que déjà, il va peu au cercle, qu'il est pas très efficace également au cercle. Là, cette année, en termes d'efficacité, il était à 54%, donc le 13e centile à son poste. Et je pense qu'au final, c'est quand même un joueur qui est conscient de ses limites pour finir dans la raquette en NBA, mais qui du coup s'appuie sur son tir et en fait il s'appuie sur ce qu'il maîtrise parfaitement et il va un peu moins appuyer là où il va pas, où il est un peu moins bon. Mais c'est vrai que c'est assez dommage parce que au final c'est quand même un joueur qui est, je trouve, très bon sur pick and roll Ouais. parce qu'il a des bonnes lectures des écrans et notamment pour mettre son défenseur dans le dos et après jouer avec lui. C'est notamment un très bon joueur pour aller chercher les fautes, pas forcément sur tir. Mais c'est vrai que du coup le fait qu'il puisse pas il puisse pas mettre la pression au cercle,
indirectement, ça limite également son profil de scoring et ça l'empêche de pouvoir aller plus haut que ce qu'il est déjà. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a quand même vu en FIBA que il pouvait être létal sur ça. Ouais. Non, mais alors, soit il manque un peu d'explosivité, soit sinon un peu de taille, tu vois. Ouais, Parce il a un style très méthodique, très lent, très skills finalement. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être quelques centimètres, ou bah, s'il faisait ça avec la taille de Luka Doncic, bah, ça serait génial, quoi. Il pourrait y aller un peu à volonté, même malgré son manque d'explosivité. Mais c'est vrai que c'est pas trop le cas, donc il y a peut-être cette pression au panier qui manque un peu. Et c'est marrant parce que tu disais tu citais les chiffres d'efficacité sous le panier. Alors, de tous les tirs sous le panier, du coup, où il est pas oui, très bon, alors que tu vois, les chiffres sur drive, sur les tirs en fin de drive, il est bon. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand il fait des drives, parfois il s'arrête un peu avant. Il va pas jusqu'au panier, en fait. oui, c'est ça. Il y a parfois des tirs en fin de drive qui sont des petits flotteurs ou des petits jump shots à 1 ou 2 mètres du panier. Ou, voilà. Donc hormis l'accès au panier, qui est un peu ce truc de la faiblesse de son profil, et c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'en fait, on a un attaquant très complet, je trouve. Peut-être un peu sous-estimé, à mon sens, en NBA, et peut-être pas toujours autant mis en avant, autant optimisé qu'on aurait voulu, parce que voilà, le spacing d'Atlanta, c'est pas génial, mais et lui, c'est un très bon joueur de pick and roll, donc on aurait voulu peut-être le voir un peu plus là-dedans. Mais après, l'autre problème, je pense, et là où il va perdre des points, c'est un peu la défense, quoi. Parce que ni en défense on-ball, ni en défense loin du ballon, dans les deux cas, on est sur la défense, enfin, pardon, sur la valeur un peu soit moyenne, soit négative, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est le gros souci et je pense que c'est ce qui limite aussi son statut peut-être de titulaire ou quoi que ce soit, c'est que finalement, de ce côté-là, il est un peu trop négatif pour son équipe parce que déjà off-ball, c'est un joueur qui est beaucoup attiré par le ballon, qui va tourner la tête vers la balle et ça peut lui arriver du coup que son adversaire direct puisse couper vers le cercle super facilement. Et également, il est pas super bon dans la lecture d'écran où il va rester bloqué parce que je pense qu'il y a également un souci physique pour lui où physiquement il peut se faire un peu balader Ouais. dans les écrans. Et c'est vrai qu'au final, c'est un joueur qui certes t'apporte de belles choses offensivement, mais qui également peut être facilement ciblé de l'autre côté. Après, intelligent, hein, QI basket, tu Oui, vois, pas mal niveau interception, compréhension du jeu, y a pas de souci. C'est les limitations parfois un peu physiques où bah, il peut pas, en termes d'impact, rotation au panier, il n'y a pas, en termes de voilà, ce genre de petits trucs. Donc, un peu on-ball et off-ball, je trouve que c'est un peu, on est soit moyen, soit un peu négatif, même une partie du temps. Mais donc, c'est ce qui fait que, à mon sens, la défense le tire un peu vers le bas comparé à la valeur offensive. Mais, si on fait la transition vers le classement, où est-ce que tu l'imaginerais, pardon, dans ce classement actuel? Où est-ce qu'on met Bogdan Bogdanovic, plutôt, pardon? j'hésite du coup. J'hésite avec KCP, peut-être derrière KCP. Mais le problème, en fait, l'avantage de Bogdan, enfin pour défendre un peu Bogdanovic, c'est qu'il y a quand même ses responsabilités balle en main euh, qui est la grosse différence avec Cadwell Pope. Donc, je pense que c'est autour de KCP, mais j'arrive pas à me décider vraiment sur son profil. Moi, à la base, je l'avais derrière Keegan Murray. Mais tu vois, en discutant, Ouais, d'ailleurs, c'est bien qu'on le fasse, hein, c'est pour ça qu'on fait les podcasts. En discutant, c'est vrai que je le mettrais peut-être au-dessus, au final. Donc, je te suis par rapport à ton truc de base. Et après, oui, après, il y a duel avec Mike Conley. Et il y a duel avec Mike Conley. Et je ne sais pas comment régler cette affaire, alors. Parce que donc là, on a KCP tout en haut, ensuite Mike Conley, ensuite Keegan Murray. Et donc, la question, c'est où est-ce qu'on insère Bogdanovic par rapport à Mike Conley, alors, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est ce que j'essayais de regarder. Moi, d'instinct, je le mettrais peut-être en dessous, sous Mike Conley, peut-être, pour la défense, là où Ouais, Mike Conley a plus de valeur, mais je sais pas à quel point. Après, c'est bon, une question de pondération, hein. Je pense qu'on est d'accord sur les données du problème, c'est à quel point chacun pondère, quoi. Mais la question, en gros, c'est à quel point est-ce que la défense de Bogdanovic le tire vers le bas, comparé à un Mike Conley qui est beaucoup moins. Je pense qu'on sera d'accord. Enfin, je te pose la question, mais on est d'accord que sur l'attaquant, on préfère largement l'attaquant Bogdanovic que Conley. oui, Bogdanovic peut créer davantage de choses que Conley aujourd'hui. Mais c'est vrai que Conley a des tels chiffres d'efficacité Cette année, ouais. là, ouais, c'est assez énorme pour Conley. Donc c'est vrai que je le mettrais devant Bogdanovic, mais enfin franchement, il n'y a pas un si grand écart que ça. Et c'est vrai que Bogdanovic, il paye peut-être, oui, comme on a dit, sa défense qui est trop problématique, enfin trop problématique, qui est un peu problématique pour pour son équipe. Mais en même temps, faut remettre dans le contexte que Atlanta est pas non plus une défense élite.
sans dire que à Minnesota, Bogdanovic serait un défenseur d'élite, mais bon, peut-être qu'il y a le contexte qui explique aussi cela. Je sais pas. Non, mais ok. Ouais, je te suis. Non, t'as raison. T'as raison que on peut donner la prime aussi à la performance et le côté, bah, cette année, Conley est très efficace et cette année, il est un peu moins efficace, Bogdanovic. Donc, on peut trancher comme ça. On peut se cacher derrière ça C'est ça. pour trancher au-delà de la défense. Mais non, non, mais ça, ok, ça fait sens. Ça fait sens. Mais sachant qu'on a une fourchette, on est d'accord que selon les pondérations, si on nous demande maintenant ou dans 2 heures ou dans 2 jours, peut-être que Bogdanovic, on pourrait le voir un peu aller gratter au niveau Mike Conley, KCP un peu au-dessus, quoi, au final. Ouais, Mais, bien sûr. Ouais. ok. Ok, bah, mettons-le là alors, entre Mike Conley et Keegan Murray alors. Tu vois, finalement, il finit devant Keegan Murray. Et donc, petit quiz, petite trivia pour finir. Qui est sur le terrain? Nous sommes le 12 décembre 2023. Le 12 décembre 2023, et c'est un record de franchise où il met 3 points dans le match, Bogdanovic. Qui est sur le terrain au moment de ce dernier panier de Bogdanovic pour sceller le record au moment de ce 10e 3 points? C'est contre Denver. Tac, tac. Alors, bon, on va essayer les basiques. Trae Young. Trae Young n'est pas sur le terrain. Ok. Dejounte Murray. Exactement, oui. Ok. Jalen Johnson. Non, pas Jalen Johnson. Clint Capella. Oui, Ou Clint si... Capella, oui. Non. Ok. Ok. Qui est-ce qui pourrait être là? Est-ce qu'il y aurait pas un... Comment il s'appelle l'ancien joueur de Détroit, Sadiq Bey? Exactement, Saddiq Bey est là. Ok. Et il manque un dernier joueur. DeAndre Hunter? Non, pas DeAndre Hunter, c'est comment dire, un jeune, on va dire, encore relativement jeune. Tarde à Un exploser jeune. peut-être, mais les fans d'Atlanta l'aiment beaucoup, ils attendent qu'il explose. Onyeka Okongwu? Exactement, c'est Okongwu qui est sur le terrain, en même temps que Capella. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. C'est Ouais, que ouais. je sais qu'ils avaient fait quelques minutes ensemble, mais ok. À côté de Denver, alors? Bon, on va espérer que ce soit le 5 majeur, donc Jokic, Oui, Murray, oui, Porter Junior, oui. Cantavis Caldwell Pope, Non, pas KCP. et... Non, Ah si, pardon, pas si, KCP, KCP. oui, pardon, KCP, il est là. Ok. Et allez, on va essayer Julian Strother. Non, non, non. D'ailleurs, non, pardon, j'ai dit une bêtise. Porter Junior n'est pas là. Donc il y a Jokic, KCP, Jamal Murray, et il en manque 2. Et il en manque deux. Tac, tac. Qui est-ce qu'il y avait? Christian Brown. Non, il y a 2 fois le même joueur. 2 fois le même joueur, donc il y a la version déjà bonne et la version plus jeune. 2 fois le même joueur. Oula, attends. Il y a la version du présent et il y a la version du Il y a futur. Aaron Gordon. Voilà, Donc c'est Aaron Gordon. Gordon et Peyton Watson. Exactement, et Peyton Watson, tout à fait. Ok. Tout à fait, tout à fait. Ok, très bien. Eh bien, avançons vers notre 4e joueur du jour. Et donc, on peut aller vers Rudy Gobert, si tu veux bien. Rudy Gobert, 34 minutes par match, 76 matchs cette année, 116 de true shooting plus, donc plus 16% d'efficacité relatif à la moyenne, mais en même temps, c'est un profil de tir très particulier. Sur 15% d'usage, là encore, un volume de responsabilité très faible, mais on le comprend. Et bah, je sais pas comment te lancer, si ce n'est dire que en fait, on est encore sur un Rudy Gobert dans son prime, pour ce qui est un des meilleurs défenseurs de l'histoire, peut-être, quoi. Ouais, c'est clair que honnêtement, cette saison défensive, elle est assez impressionnante. Où on est sûrement sur le meilleur protecteur de cercle de la ligue. Euh, où il est utilisé en tant que roamer, donc c'est-à-dire qu'on va le mettre sur le moins bon shooter adverse et il va venir en aide pour contester les tirs au cercle et en fait par sa simple présence il révolutionne une défense. Déjà sur la dissuasion au cercle, on voit que sur les on-off des tirs pris au cercle, quand il est là ou quand il est présent sur le terrain, les adversaires tirent 5,5% de tirs au cercle de moins que quand il est pas présent, Ouais. quand il est sur le banc. Donc c'est 98e centile. Et en fait, même quand il est là, les Wolves, ils concèdent que 29% des tirs au cercle. Donc même là, c'est 90e centile, c'est juste élite par sa simple présence. Il pousse les équipes adverses à modifier leur sélection de shoot et il protège
du coup le tir le plus rentable normalement. Et c'est ça qui est super intéressant avec lui, parce que en plus, quand les rares fois où les adversaires vont tenter de tirer face à lui au cercle, ben là il va contester super efficacement. Donc j'avais pris les chiffres en termes de protection de cercle, il inflige une baisse d'efficacité de moins 13,4%. Ouais. Donc sur les tirs à moins de 6 pieds, c'est la deuxième meilleure moyenne parmi les joueurs à minimum 30 matchs joués et 6 tirs défendus au cercle par match. Donc c'est vrai que sur ça, c'est élite. C'est tout simplement élite. Et bah, c'est assez, même je trouve, excellent d'arriver à ça. Et également, bah, ce qu'on a pu noter cette saison, c'est qu'il y a quand même une progression sur la défense extérieure, où sans dire que c'est non plus un défenseur à la Bam Adebayo qui peut switcher, mais il a quand même, je trouve, cette année été meilleur, bah, notamment avec son footwork défensif, où il se jette un peu moins, il est beaucoup plus sur ses appuis, et honnêtement, ça a fait la différence. Oui. Non, mais c'est un des points, effectivement, c'est que pour moi, je pense que on est sur une version qui est très différente du Gobert du Jazz, qui, alors, au Jazz, il avait un peu déjà commencé à évoluer physiquement, je veux dire, mais on est très différent des premières années au Jazz. Et le degré de mobilité qu'il a désormais, c'est un truc qu'il n'avait pas, et c'est un truc hyper précieux, quoi. Il y a pas mal de fois cette année où on voit que bah, il peut aller un peu loin du panier, et sans dire, comme tu dis, hein, sans faire le Bam Adebayo qui fait des switches, mais il y a un degré de mobilité, en tout cas, qu'il n'avait pas il y a quelques temps. Et pour moi, ouais, on est sans doute, alors que le mec a déjà 4 défenseurs de l'année, quoi. Mais on est possiblement au paroxysme de sa carrière, à mon sens, en termes déjà d'optimisation dans les schémas de Minnesota, comme tu l'as dit, mais même au terme de athlétiquement, je pense qu'on est sur à la fois, enfin, un degré de mobilité qu'il a jamais eu avant, et qui lui permet d'être d'autant plus terrifiant, quoi. Donc la mobilité, pour moi, il y a un point hyper important, et qu'on a bien vu cette année. Le côté roamer et safety, comme tu l'as dit, le libéraux, ça aussi c'est un point important de cette saison. Et c'est aussi là-dessus que, enfin, c'est grâce au retour de Karl Anthony Towns aussi, hein. Le fait qu'on ait Towns qui puisse revenir, alors que l'an dernier il était blessé, mais cette année on a un Towns qu'on peut mettre sur le gros adverse, grosso modo, et on craint pas trop de se faire enfoncer facilement. Et donc ça permet de déverrouiller, de déployer en tant que défenseur off-ball, en libéraux sans responsabilité, bah, Gobert, quoi. Donc plutôt que de défendre Jokic, plutôt que de défendre le pivot adverse, il se met en deuxième rideau, et c'est là qu'il fait le plus de dégâts. Et t'as dit un peu les deux stats clés pour moi, qui sont la perte d'efficacité infligée au panier, où il est quasiment premier de NBA, ok, mais il n'y a pas que ça, quoi. La puissance défensive de Gobert, c'est pas que l'efficacité autorisée, ou plutôt le côté effacé des tirs, il y a aussi l'aspect d'intimidation. Et c'est ça, hein, que tu as cité, le côté, la fréquence au panier, hein. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ça. C'est au-delà même de les tirs qui sont pris, il les contre. Il y a aussi l'aspect de, bah non, quand il est sous le panier, en fait, les équipes, elles font demi-tour, quoi. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et en fait, je pense qu'on a affaire au meilleur défenseur de NBA d'assez loin, en fait, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai que honnêtement, sur cette intimidation, cette protection, c'est élite. Et même sur le post-up où il a pu être critiqué, bah, notamment parce que par rapport au Game 5 de Jokic en playoff, enfin, c'est quand même un super défenseur de post-up sur les peu de possessions qui sont jouées. Donc, bah, selon NBA.com, il est dans le 89e centile en défense du post-up. Donc après, c'est pas une science exacte sur comment sont comptabilisés les post-up, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que sur ça, c'est quand même bon. Et en fait, ben, il est excellent dans tous les aspects défensifs du jeu, ou aller peut-être juste sur les switches où il est juste bon. Mais même là, en fait, ça fait que c'est un défenseur que tu peux pas cibler, et qui bah, t'oblige à changer tes schémas. Et sur ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et en plus, il profite, comme tu dis, du retour de Karl Anthony Towns, qui, je trouve également, a fait des progrès en défense, Ouais. qui font que bah, finalement c'est ce qui a permis à Minnesota d'avoir bah, cette défense d'élite, d'autant plus que même la défense extérieure, elle était très bonne. Donc enfin, vraiment, Rudy Gobert symbolise parfaitement la saison défensive de Minnesota, qui a été une réussite de bout en bout. Et je pense qu'il est quand même un peu meilleur que l'an dernier en termes de niveau individuel, mais je pense surtout que le fait qu'il y ait du succès collectif cette année fait qu'on reconnaît un peu plus facilement ça, quoi. Mais en fait, Bien sûr. oui, enfin, il était déjà très bon l'an dernier, hein, pour le coup. C'est pas comme si, genre, il y a une très mauvaise année en Oui. 2023, et puis là, il revient. Non, non, enfin, je veux dire, voilà, il y a un côté optimisation 2024, donc optimisation tactique grâce à Towns, enfin, plein de trucs. Donc, ok, dans la production finale, il est un peu meilleur,
mais je veux dire, il était déjà très bon, quoi. On a peut-être fait un peu des tonnes, hein, sur cet aspect de l'an dernier. D'ailleurs, nous on en avait parlé, hein, dans le bilan 2023 des Timberwolves, on avait dit non, peut-être en fait il est encore très bon, quoi. Et là, c'est bien que le succès collectif fasse qu'on le voit aussi d'autant plus, quoi, qu'on remarque et qu'on le note d'autant plus, cet aspect-là. Et c'est bon. Pas grand chose à dire de plus, hein. C'est ce qu'il n'a peut-être pas en polyvalence extrême, sur, par exemple, Anthony Davis, ou sur un Draymond Green, qui sont la Rolls-Royce des couvertures défensives polyvalentes, etc. Ce qu'il n'a pas là-dessus, il le rend assez bien sur ce qui est protection de panier. Et voilà, la protection de panier, le tir au panier est le tir le plus rentable au basket. Donc, quand tu es capable de le stopper, bah, c'est là que tu as le plus de valeur, quoi, finalement. Donc, bon, la défense, pas grand-chose à dire de plus. Après, c'est vrai que comment est-ce que toi tu juges l'attaque au final? Comment est-ce qu'il a été, au niveau de cette année? Parce que j'ai dit, oui, il a des chiffres d'efficacité qui sont très bons, mais parce que voilà, c'est son style aussi de faire que des lay-ups ou des tirs au panier. Mais comment est-ce que tu dirais quel est son niveau offensif en 2024? J'ai du mal à me positionner sur son rôle offensif, enfin sur son apport offensif dans le sens où il est quand même c'est quand même un bon finisseur sur pick and roll où vu que Conley, avec Conley ils ont une très bonne relation à deux où c'est un excellent passeur de lob, Mike Conley, donc parfait pour Rudy Gobert pour finir. Donc c'est vrai que sur ça c'est leur duo est assez intéressant et même le duo Karl Anthony Towns et Rudy Gobert est plutôt intéressant pareil pour jouer des pick and roll, des pick and roll, pick and pop enfin plutôt pick and roll pardon entre big. Donc c'est vrai que sur ça c'est bien. Maintenant ça reste un joueur qui est quand même assez limité. C'est pas un connecteur parce que même si on a vu des petites progressions dans ses lectures, il vient de loin entre guillemets sans vouloir être méchant avec lui, hein, mais c'est pas un passeur d'élite et il y a une petite progression, mais c'est pas non plus si bon que ça. Et moi je regrette le fait qu'il ait jamais réussi à développer un post-up de mismatch pour justement punir quand il y a des switches au poste très facilement. Ouais. Oui, et en même temps, qui est aussi un peu lié. Enfin, je pense que c'est pas que. Je sais qu'on aime beaucoup caricature en disant il a jamais appris à le faire, il a jamais appris à le faire. Ok, mais il y a aussi une donnée physique en fait, hein, d'avoir un centre de gravité à ce point haut. On sait que ce genre de joueurs qui ont un centre de gravité très très haut, bah, finalement, ça paraît facile, mais non, pour aller poster un mec qui est plus petit, même beaucoup plus petit, parfois ça peut être un problème. Et tu vois, il n'y a pas que lui. Porzingis aussi. Oui, Porzingis, il y a toujours un peu une limite au niveau des post-up. Et Porzingis, c'est post-up, en gros, je tire par-dessus, quoi. Mais c'est pas du post-up où je vais enfoncer, je vais prendre même face à des petits, Porzingis a toujours fait le côté je me retourne et je tire par-dessus, même face à des petits, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi cette donnée-là, mais en effet, il faut la noter. Mais il y a aussi un aspect de rôle très sobre au final et il manque quelques atouts. Mais je sais pas, parfois je trouve que certains exagèrent un peu en disant une valeur négative ou très négative. Parfois d'autres exagèrent dans l'autre sens en disant non mais il est ultra précieux. Tu sais, je sais pas si t'as connu toi à l'époque du jazz, c'était la mode des screen assists, quand c'était apparu oui. sur NBA.com, le site de stats de NBA.com, tout le monde ouais screen assist. Bon, oui c'est vrai, mais je veux dire c'est effectivement, je pense qu'on a quand même une valeur qui est intéressante et surtout cette année en fait, parce qu'il a retrouvé Mike Conley et Mike Conley qui est le type de passeur qu'il faut à Gobert, qui lui met un peu des alley-oops avec des ballons très hauts plutôt que justement le mettre un peu dans les pieds, dans les mains, où ensuite il faut qu'il remonte la balle et que voilà c'est pas c'est pas trop sa force. Mais voilà, il est tellement fort en défense. Après ça va être une question de pondération de à quel point est-ce que l'attaque par rapport à la défense, quoi. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'on peut avoir des désaccords en général. C'est selon à quel point les gens pensent qu'il est bon ou justement pas bon et handicapant en attaque, mais surtout à quel point aussi est-ce qu'il est bon en défense et à quel point la défense peut être importante. C'est peut-être ça quand j'ai des désaccords avec des gens, c'est souvent par rapport à ça et au fait que on dit que la défense est peut-être moins importante par le prisme individuel. Je suis pas forcément d'accord, mais alors transition parfaite, on peut y aller directement. Où est-ce que toi tu l'imagines dans le classement? Moi je le mettrais je le mettrais derrière Kawhi Leonard, donc devant Domantas Sabonis. Parce que Devant pour moi en Sabonis fait il alors. apporte ouais devant Sabonis parce que pour moi il a un tel apport défensif que en fait c'est ce qui rend son profil ultra important pour les Wolves et même offensivement. Alors je dis pas que ça pourrait être un joueur très très bon offensivement, mais je pense aussi qu'il sait qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup plus de qualité que lui de ce côté-là du terrain, donc Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, etc. Que du coup il se met à leur service et entre guillemets il fait le sale boulot, mais c'est-à-dire qu'il va pas demander également d'être impliqué dans toutes les possessions offensives ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que moi là je le mettrais
juste derrière Kawhi Leonard, parce que l'apport défensif est quand même excellent. Eh bien, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en fait, pour moi, il y a un peu un truc où quand on parle de joueurs, notamment, tu sais, par le prisme de l'évaluation, pardon, on a toujours ce prisme de presque on évalue la palette de scoring, quoi. Grosso modo, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu ce côté un joueur est bon parce qu'il met beaucoup de points, etc. Alors que si on fait la différence entre cet aspect de 1 contre 1, peut-être, j'exagère, hein, mais cet aspect offensif ou alors la valeur, ben, tu vois, comparé à un Sabonis, on peut juste comparer l'impact. Et donc, c'est-à-dire, ben, pour moi, la défense est pas beaucoup moins importante que l'attaque, hein, pour le coup. Comment est-ce que tu gagnes en basket? C'est tu mets plus de points que l'adversaire. Donc, il faut juste avoir un différentiel attaque-défense qui est positif, quoi, qui est grand. Et donc, en fait, pour moi, dans la théorie, ben un mec qui, en termes de on-off ou en termes d'impact, on va pas parler d'on-off, on va parler d'impact, un peu la notion plus générale, ben un mec qui fait, je sais pas moi, qui améliore son attaque de 5 points comparé à la moyenne, comme Sabonis, ben c'est pareil qu'un mec qui améliore la défense de 5 points comparé à la moyenne, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas ce que je veux dire, mais Ouais, bah, tu dis au basket, faut marquer plus de points que l'adversaire, ou sinon, faut en encaisser moins que l'adversaire également. c'est Et en ça. fait, c'est ce côté-là où l'attaque et la défense, finalement, faut les juger sur le même pied, enfin, un pied d'égalité. Oui, et oui, tu peux avoir un Sabonis qui effectivement est beaucoup plus créateur et beaucoup plus. Il sait faire plus de choses. Oui, il sait faire plus de choses, mais on n'évalue pas le nombre de choses qu'il est censé savoir faire. On évalue quelle est la valeur, quoi. Quel est l'impact au final, quoi. C'est ça qu'il faut pondérer, pardon. Et voilà, comme dit, pour moi, un mec quand il est sur le terrain, il améliore l'attaque de 10 points par 100 possessions. Ou alors un mec qui, quand il est sur le terrain, il améliore son attaque de 10 points, de 10 points par 100 possessions, bah c'est pareil, quoi. Donc c'est aussi en ça que je trouve que parfois on sous-estime la valeur des défenseurs, hein, mais je sais que moi je suis peut-être un peu plus haut que beaucoup sur Gobert, Bam Adebayo, Draymond Green. Je crois que d'ailleurs l'an dernier, les trois ont fini dans le top 20 ou top 25 de mémoire. On verra cette année comment est-ce qu'on s'en sort, mais voilà, je te suis. Je te suis, mais j'irai quand même pas jusqu'à Kawhi Leonard, qui, Oui, voilà, non. on est quand même sur la superstar offensive, quoi. Oui. Et qui est en plus très bon défensivement aussi, donc. Oui, d'accord. On verra qu'est-ce qu'en disent les prochains intervenants. Mais en attendant de ce reclassement potentiel ou pas, d'ailleurs, petit quiz pour finir, petit trivia. Nous sommes le 28 février 2024. Et c'est un poster dunk. Et oui, messieurs, dames, vous le sous-estimez, mais un poster dunk de Rudy Gobert sur Wembanyama. Sur un jeu de post-up, une action de Gobert qui postérise Wembanyama, comme quoi il est pas si nul que ça en attaque. Est-ce que tu es capable de citer qui est sur le terrain, qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk? Alors, Mike Conley, Oui, Michael est sur le terrain, oui. Anthony Edwards, Non, pas Edwards. non, ok. Nickel Alexander Walker, Oui. Non, attends, non, je dis n'importe quoi. Non, non, j'ai confondu avec sur ma fiche, j'ai mal écrit. Non, non, pas Nickel Alexander Walker. ah, ok. Tac, tac, tac. Bon, Karl Anthony Towns, Non plus. sinon. Donc, c'est Nasrid. Exactement, c'est Nasrid, ouais. Ouais. Ok. Qui est-ce qui peut avoir été sur le backcourt l'ailier Jaden McDaniels McDaniels, oui, tout à fait. et, Si je te et dis. Kyle Anderson. Non, pas Carl Anderson, si je te dis Non. cigarette, ça te parle ou pas? Cigarette. Non, c'était une marque de cigarette, mais Euh, j'aurais pu faire un autre, un autre indice. Non, c'est quelqu'un qui arrivait en buy-out, je crois, en cours d'année. Ou buy-out ou trade, je sais plus. Mais qui arrivait en destination de Détroit. de Détroit. Qui est-ce qui a pu. Il y a des jumeaux aussi en NBA qui s'appellent comme ça. Des jumeaux bien connus et bien Qui est bagarreurs. passé par les Lakers. Qui est passé par les Lakers aussi, non? Non. Tu pensais à Non? Troy Brown, non? Ouais, je pense à Troy Non. Brown. Non, non, je te dis quelqu'un qui. Il y a des jumeaux qui portent ce nom-là en NBA, des jumeaux très bagarreurs. Des jumeaux qui tapent Jokic dans le dos. Avec Maurice. Et donc, c'est qui a mis ça? Mais je cherche le prénom, oui, voilà, c'est ça. Ah, mais c'est l'ancien de Denver, Oui, Monte-Maurice? exactement. C'est Oui, Monte Morris, ok. ouais, tout à fait. Ok. Bon, je vois que c'est bien, tu connaissais pas la marque de cigarette Philip Morris alors. Non. Mais alors côté Spurs, Faut se remettre l'effectif. Oh, je l'ai plus en tête. 28 février Attends, mais 2024, les Spurs. ouais. David Vassell, Non, il n'est pas sur le terrain. Jamie Sohan, Non plus. non. Tac, tac, tac. Bon, Wembanyama Qui est-ce déjà, je qui te est le là? compte. Oui, bon.
Ah oui, oui, On oui, a bah oui, ça un me paraissait jeune qui a logique, été pardon. drafté par les Spurs aussi depuis quelques temps déjà, qui d'ailleurs vient d'abandonner son numéro pour le donner à Chris Paul. Oui, Johnson, mais j'ai Ce- plus le ce- prénom en tête. non, ce n'est pas Boris Johnson, Non. Tac, tac. J'ai un trou là. Honnêtement, là, j'ai un trou. c'était Keldon Johnson, allez, je Euh, te l'accorde. Keldon Johnson, oui. Keldon Johnson. Mais alors, Ensuite, on a deux autres draftés plus récemment, deux arrières, meneurs arrière draftés plus récemment. euh, Il y en a un qui est plutôt. Il a un peu de pull-up et on dit que c'est le prochain Caris Levert. Il y en a un autre, il est plutôt typé ah, un peu plus défenseur. Malakai Branham, Malaki Branham, ouais, tout à fait, le premier. Et ouais. l'autre qui est typé un peu plus défenseur. Plus défenseur, Il était avec Harry Potter et Hermione Granger à Poudlard. Ça te dit rien, ça? Devontae Graham. Non. Ah non, comment il Non. s'appelle? Harry, J'ai Hermione et Ron. Mais c'est quoi son nom de famille, Ron? j'ai pas vu Harry Potter. Ah là 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 là, t'as pas la référence Harry Potter. Aïe 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 L'erreur. aïe. Tac. Qu'est-ce qu'il y a dans l'effectif des Spurs? Défenseur. Alors passons. Et il y en a un autre. Il y a un ailier qui est retourné en Europe récemment. Un ailier. Je crois qu'il a fait du Cleveland à la Oui, base. ouais, il a signé en Grèce chez Diosman. Exactement, Sidi Osman, tout à fait le Turc Sidi Osman qui a signé au Panathinaikos, qui a quitté la NBA. Et Ouais. non, bah non, j'étais content de mon indice, mais tu l'as pas. Désolé. C'était Ron Weasley. Et donc comment il s'appelle, le Euh, joueur? Ah, mais Blake Weasley? Exactement, Blake Wesley. Alors pas Weasley, mais Weasley, oh, pardon, Weasley, Blake pardon. Wesley, ouais, tout à fait. Donc Wembanyama, Keldon Johnson, Sidi Osman, Blake Wesley et Malaki Brannan. Donc le banc avec Wembanyama pour ce Ouais. joli poster de Rudy Gobert sur son compatriote Wembanyama. Et donc on peut avancer avec notre cinquième et dernier joueur du jour, c'est Donovan Mitchell, évidemment. Hein, les inséparables, hein, Gobert et Mitchell. Bref, Mitchell, 35 minutes par match, 55 matchs cette année, un peu de blessure, on s'en souvient. 103 de true shooting plus, donc plus 3% d'efficacité relative à la moyenne en termes de scoring. 31% d'usage, un volume de star autour des 30%. Et bon, je sais même pas trop comment te lancer, si ce n'est dire que encore une grande saison de Mitchell sur le plan individuel, même si ça a été un peu plus, parfois un peu plus décevant collectivement, mais une grande saison individuelle de Mitchell, oui. Je pense que même c'est sa meilleure saison en carrière. Peut-être ça se bat avec l'année dernière. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a vu là un très grand Mitchell qui, moi, m'a impressionné entre la mi-décembre et fin janvier, quand il y a eu les blessures de Darius Garland et de Evan Mobley. Parce que là, on a vraiment vu du Mitchell Ball, où Ouais. c'est vraiment devenu le ball handler principal. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est que sur cette période-là, il a l'usage le plus élevé à son poste Ah oui. devant James Harden. Ouais, il est à 35,2% d'usage et il est même à 34% d'assist percentage. D'assist percentage. Alors, juste derrière Harden, donc après, il faut prendre en compte le fait que du coup, il avait beaucoup de ballons. Donc, c'est pour ça que cet Ouais, ouais. assist percentage était aussi élevé. Mais justement, je trouve que ça traduit bien le fait qu'il avait toutes les responsabilités offensives. Non, mais c'est des indicateurs de vraiment vrai héliocentrique, tu veux dire. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est limite quand tu prends un peu de recul, c'est proche de ce qu'a pu faire Harden époque Rockets et c'est vraiment assez impressionnant ça parce qu'il y a cette menace du pull-up comme on le sait avec lui. Il a cette capacité à prendre feu très rapidement. Il y a durant le NBA Paris Game là, il inscrit 45 points avec des drives, des finitions au cercle acrobatiques, des pull-ups. Enfin, c'est vraiment impressionnant et en plus, là il y a cette progression dans le passing, ou en tout cas avec autant de responsabilités sur une courte période, hein, mais cette progression passing qui est quand même hyper impressionnante, je trouve. Ouais. Non, mais effectivement, je te rejoins que la version de Cleveland, c'est peut-être la version la plus intéressante de sa carrière. En même temps, il entre aussi dans son prime, hein, il est un peu plus vieux, donc on n'est pas sur les très jeunes années de Utah, mais tu vois, la différence, c'est qu'on a enfin, c'est sa deuxième année consécutive, donc quelqu'un qui est enfin
au-dessus de la moyenne NBA en termes de scoring, en termes d'efficacité, je veux dire. Où bon, il flirtait toujours au niveau de la moyenne en carrière, donc c'était pas comme s'il était inefficace, mais il était au niveau de la moyenne, quoi. Et là, on a enfin depuis 2 ans quelqu'un qui va, donc l'an dernier 106, plus 6%, là carrément 103, donc plus 3% également, d'excellents scores. Et c'est vrai que ça fait du bien, et je pense que même au-delà des chiffres d'efficacité, mais qui traduisent un peu ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, évidemment, mais même tu t'intéresses un peu plus au profil de qualité-défaut, bah c'est vrai qu'on a aussi une évolution en carrière par rapport à ce qu'il sait faire. Le shoot, ça, il a toujours été un shooter de haut niveau. D'ailleurs, il est encore à 37% sur plus de 9 par match, ce qui est un volume assez énorme, avec beaucoup de variété offensive au shoot, c'est-à-dire beaucoup de pull-up, oui, parce que c'est une star, mais aussi parmi les stars offensifs, c'est peut-être celui qui fait, ou un des qui fait le plus de sorties d'écran. Alors, mettons un peu de côté Steph Curry, mais sur les normaux, je veux dire, les stars un peu normales, c'est beaucoup de sorties d'écran, donc du jeu off-ball, beaucoup de pull-up, beaucoup de spacing aussi, donc de catch and shoot un peu plus classique de je suis off-ball et je bouge pas trop. Donc ça, c'est quand même génial, 37% à 3 points, mais si on prend que les catch and shoot, il est à 41% à 3 points. Donc voilà, il y a aussi le côté pull-up qui fait que le pourcentage total est plus bas que ce qu'on voudrait, mais c'est un shooter qui, à mon avis, est un shooter d'élite. Alors que c'est vrai qu'il a peut-être pas cette image-là, je trouve. Mais bref, passons. Niveau drive, d'ailleurs, paradoxalement, beaucoup le voient comme élite, alors qu'en fait, il est bon, hein. Il est pas mal du tout, mais il n'est pas élite, malgré l'explosivité. Et ça, c'est parce qu'il y a un peu des limitations parfois de taille ou quoi, donc ça limite peut-être un peu, mais tu vois, en termes de efficacité sur les tirs en fin de drive, il est dans le 60e centile sur les gros drivers. Donc, il est au-dessus de la moyenne, hein, on est d'accord, mais on n'est pas du tout vers le tout en haut. Par contre, c'est vrai que je sais pas toi ce que t'en penses, mais pour moi, la grosse nouveauté depuis 2 ans, c'est les gros progrès au passing. Ouais, c'est ça. Ben, c'est assez particulier, je trouve, parce que moi, quand j'ai appris la signature de Mitchell à Cleveland, je me suis dit, ben, avec son association avec Darius Garland, on va peut-être le voir encore plus dans un rôle de scoreur. Et ben, c'est pas du tout ce qui se passe là pour l'instant. On voit vraiment un joueur qui ben, est devenu un créateur, enfin qui était déjà un gros créateur, mais qui l'a encore progressé. Et ben, par exemple, quand on prend le ratio de playmaking, on voit que c'est là il est dans la moyenne cette année. Il est dans le 49e centile si je me trompe pas. Euh, non, pas du tout. Bon, pardon, je me suis trompé. Mais passons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une petite progression sur ses lectures défensives, lecture des défenses et ben, sur la capacité à être bon, par exemple sur pick and roll, à trouver ses intérieurs qui plongent au cercle. Également, ben, sur du drive and kick, on sait que c'est là où il a toujours été très bon, mais même là, je le trouve encore meilleur maintenant. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et il y a cette progression au passing. Et faut pas oublier. Et tu parlais tout à l'heure de son jeu en pull-up, mais il y a également un jeu au cercle qui est très bon. Enfin, je trouve qu'il est très bon dans la finition au cercle parce que même s'il a pas un premier pas explosif, il a une capacité à bien lire les défenses, ben, notamment sur pick and roll, mais à décélérer et à réaccélérer s'il faut. Donc vraiment, ben, pouvoir changer de tempo et ben, du coup le défenseur qui a du mal à le suivre comme ça. Et il a un bon footwork qui lui permet ben, d'avoir plusieurs feintes qui justement lui créent ces espaces-là. Et ce qui fait que c'est un joueur qui peut finir dans la raquette de plein de manières différentes et qui ben, en plus attire même quand les défenses viennent vers lui, donc qui viennent à 2, 3 ou 4 contester ses tirs au cercle, il va quand même aller au cercle et finir plutôt efficacement. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant pour lui. Ouais, et puis l'aspect aussi comme dit, de moi, le passing, faut se souvenir, c'est un mec qui, régulièrement en début de carrière, c'est le mec qui faisait pas la passe au mec qui était ouvert. Alors, pas par altruisme, mais par vision de jeu aussi, parfois. Moi, je me souviens au tout début, Zach Lowe, des gens qui disaient ah, regardez, là, il fait pas la passe alors que le mec dans le corner a ouvert. Et ça, on a plus ça du tout. Alors, je pense qu'il y a deux aspects, qui est l'aspect de les progrès individuels, où il est devenu très bon en driving kick. Maintenant qu'il lève un peu plus la tête, il a un peu plus cette vision, et puis l'explosivité, le tranchant fait que ensuite il crée le décalage et puis il fait le kick out. Donc ça c'est très bien, malgré d'ailleurs ses limitations de taille. Hein. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas un génial passeur sur pick and roll, je trouve, c'est que il a pas la taille des plus grands, donc il a pas cette variété de passes. Mais sur driving kick, il a le premier pas, il a le tranchant pour faire ça. Bref, donc on a les progrès individuels. Il y a peut-être aussi le fait que à Cleveland, il a aussi été bien optimisé en termes justement, tu parlais de ce mois de pourquoi est-ce qu'il a explosé un peu sur ce mois de décembre-janvier, c'est les blessures, mais les blessures parce que spacing aussi. Donc paradoxalement, quand il y avait des blessés, c'était un peu mieux parce que il y avait le jeu était un peu plus ouvert, mais voilà, je dis ça aussi pourquoi, parce que ça peut aider un peu, mais en même temps,
où est-ce qu'il y avait aussi un très bon spacing, c'était à Utah. Utah, le spacing était quand même génial sur la fin, et pourtant on voyait pas ce niveau de passeur. Donc je souligne aussi à quel point il y a le contexte, mais aussi donc des progrès individuels qui sont assez notables, hein, je pense. Et c'est presque ce qui fait que, bon, on va pas paniquer, on va pas tout faire péter à Cleveland ou quoi que ce soit, mais tu vois, aujourd'hui, je serais beaucoup plus confiant pour me dire, ah tiens, on peut lui confier un système à lui entier et que ce soit un mec hélicentrique. Alors qu'en 2022, à l'époque du Jazz, à l'époque où il se fait échanger, c'est peut-être un peu une des inquiétudes où moi je me disais, faut peut-être pas forcément que ce soit un peu lui qui ait tous les ballons, qui soit un peu le dépositaire du jeu parce que c'est pas trop son jeu. Alors que là, vu ses progrès récents de 2024 au passing, je serais quand même un peu plus confiant si ça devait arriver un jour, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, faut pas oublier également que en 2022, il sort de playoffs compliqués et que là, bah, cette année, il a vraiment été ultra bon en playoffs. C'est limite, moi, j'ai eu quelques flashs par séquence de sa série contre Denver en 2020 où bah, il faisait pull-up, drive, etc. Bah, là, on a retrouvé ce Donovan Mitchell très efficace et très bon. Et bah, on l'a vu par exemple contre Orlando. Sur les deux derniers matchs, il a inscrit 89 points. Enfin, c'est énorme. Alors, et avec en plus une bonne efficacité compte tenu du volume. Et en remportant la série d'autant plus. Et c'est vrai que c'est peut-être un regret que j'ai, c'est que sur la série contre Boston, j'aurais bien aimé qu'il soit là sur l'entièreté de la série pour Ouais. voir ce qu'il aurait pu faire face à cette équipe de Boston, parce que il fait un début de série qui est ultra intéressant. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord et on s'en souvient pas, mais en effet, le début de série était assez disputé, hein. Alors, je pense que peut-être Boston aurait gagné au final tout de même, mais Oui, c'est dommage de ne pas avoir eu une vraie série avec Mitchell sur l'entièreté de la série et un Cleveland pas blessé, quoi. Mais bon, ça c'est malheureusement on n'y peut rien, ouais. mais effectivement, mais bon, on sera un peu d'accord, hein. Sur une version offensive extrêmement intéressante. Bon, le seul truc par rapport à d'autres superstars, tu vois, c'est le fait que bon, l'efficacité est pas mal, mais elle est quand même en dessous de certains parce que il n'y a pas ce côté implacable en drive, finalement. C'est peut-être un peu ce qui manque, c'est qu'on est encore beaucoup sur du jump shot, sur du pull-up. Et moi, il me manque un peu ce côté un peu plus je vais au panier à volonté ou ce genre de truc où je peux aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de points au panier. Voilà, il est pas mal en efficacité, hein. Efficacité au drive, on l'a dit, il est au-dessus de la moyenne, il n'y a pas de souci, mais c'est pas un volume qui est si écrasant de ça comparé à des stars, hein, des superstars. On compare pas à n'importe qui, mais comparé à des méga stars, il est peut-être pas autant impactant sur drive. Donc ça, c'est peut-être un peu dommage parce que c'est une solution, c'est une façon de régler des problèmes qui est hyper importante et quand on pondère, c'est vrai que je préfère moi des gros drivers parce que ça rapporte plus plutôt que juste le mec de pull-up. Mais voilà, c'est au-delà de cette mini nuance, pardon, on est quand même sur quelqu'un qui parmi les superstars va être assez haut classé, je pense. Et alors, non, avant d'aller au classement, la défense, à quel point tu penses que ça pénalise ou pas la défense? Bah, je pense que oui, ça le pénalise parce que c'est pas un défenseur d'élite. C'est pas. Je pense qu'il a un impact neutre, voire même un peu plus négatif. Pour autant, je trouve qu'il y a quand même des progrès depuis son arrivée à Cleveland. Alors, il profite évidemment des schémas défensifs et de la présence des deux intérieurs par rapport à sa défense. Mais je pense pas que ça soit non plus le défenseur qui fasse absolument rien comme beaucoup peuvent le décrire. Après, il a quand même des limites physiques de base Ouais. parce que c'est pas un joueur très grand, donc forcément ça l'impacte. Et puis il a de telles responsabilités offensives que je pense que bah, là aussi il lève un peu le pied, mais par séquence il peut être au niveau de la moyenne ou quoi que ce soit. Ouais, non, je suis d'accord. Je pense qu'on est relativement au niveau de la moyenne. Alors, selon les matchs, hein, ça va alterner. Oui, Mais ce qui est un peu dommage, c'est bon, le côté irrégulier face au ballon des défenseurs de ball. Bon, à la limite, bon, ok, c'est pas un défenseur d'élite, c'est même pas un très très bon défenseur, mais ok. Après, c'est vrai qu'il y a pas trop d'activité off-ball, malheureusement, mais ça aussi, c'est lié à sa taille, quoi. Tu peux pas, hormis des anomalies, hormis des exceptions, c'est vrai que l'aspect d'un arrière qui peut à ce point impacter le jeu de par sa protection de panier, ça existe pas trop quoi pour des mecs de sa taille. Et par ailleurs, on n'a pas, tu vois, on parlait de Derrick White qui était hyper intelligent, hyper actif et tout. On n'est pas sur ce cas-là non plus quoi. Donc je pense que globalement, selon les matchs, on va alterner entre au niveau de la moyenne quoi. Parfois un peu moins bon, parfois un peu meilleur, mais voilà, ça lui fait pas gagner de points, ça lui en fait pas trop perdre, peut-être, on peut le formuler comme ça c'est ça. également. Et alors, classement, où est-ce qu'on l'imagine? Alors pour moi, la question, c'est de savoir est-ce qu'il est devant Rudy Gobert ou derrière Rudy Gobert. Ah, ah. Et, et c'est là, en fait, où j'ai des hésitations.
parce que, sans refaire son profil, on vient de le faire là, il n'y a pas longtemps, mais Rudy Gobert est tellement élite défensivement que c'est assez, enfin, c'est impressionnant. Là où Donovan Mitchell est excellent en attaque, mais il y a mieux que lui, en fait, en NBA. Et du coup, en même temps, je sais c'est difficile de bâtir une équipe autour de Rudy Gobert, euh, en tant que première option, hein, que ce soit offensive ou défensive. Donc, pour moi, toute l'hésitation, elle est là. Peut-être que je mettrais Donovan Mitchell devant, mais en fait, même en le disant, là, j'hésite parce que l'impact défensif de Rudy Gobert est tel qu'au final, enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal à les départager, là, les deux. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça se joue pas beaucoup, mais je pense que je mettrais quand même Mitchell un peu au-dessus Mitchell. tout de même, ouais. Ouais. Parce que après, on a le choc des deux trucs les plus importants, hein, c'est-à-dire la défense Oui. intérieure, défense du panier versus la création offensive. Donc, donc tout de même, mais ouais, je pense que je trancherais peut-être comme ça. Mitchell un peu devant, mine de rien, parce que voilà, la création est tout de même à ce point importante. Il le fait bien, il le fait à haut volume en plus, il le fait efficacement. Bon, je sais pas. Peut-être tu vois, peut-être la version du Jazz de Mitchell qui était moins passeur, moins efficace, j'aurais peut-être mis derrière. Mais là, Moi, voilà, les j'aurais mis progrès. derrière. Ouais, on est d'accord. Mais là, les progrès récents de à la fois efficacité et à la fois passing fait qu'on a quand même un mec qui, d'ailleurs, tu l'as dit, hein, qui peut parfois endosser un rôle de presque superstar héliocentrique, qui peut tout faire et il y a des très très bons résultats. Donc je trancherais peut-être aussi comme ça. Ouais, je te rejoins. On le met et donc derrière Kawhi Leonard. Alors tu l'as pas précisé, mais Oui. Oui, ouais. pardon, oui. Y a Derrière pas de, Kawhi. pour toi, il n'y a pas match avec Kawhi. Non, comme pas, non. Je mettrais quand même Kawhi devant. Je suis d'accord. On parle de niveau de jeu, on parle pas Oui, de oui, si bien vous sûr. avez le choix avec les blessures. Non, non, on parle de quand ils sont sur le terrain. Non, non, non. On compare que sur le terrain. Mais ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc mettons-le là. Et donc on peut faire la transition vers le petit quiz. Petit quiz pour terminer, petit trivia. Nous sommes le 25 novembre 2023. Qui est sur le terrain au moment du poster dunk de Donovan Mitchell sur une star des Lakers? Qui est sur le terrain à ce moment-là? Un dunk marquant de cette saison. C'est quelle date déjà? Nous sommes le 25 novembre 2023. 25 ans. Donc, normalement, il y a Darius Garland. Eh bien, le nom, il n'est pas là. Ok. Jarrett Allen. Oui, tout à fait. Evan Mobley. Non, ce n'est pas Evan Mobley Non. sur le terrain. C'est son backup. Donc, c'est George Young. Exactement, le tank George Young. Ouais. Dans les ailes, je dirais Max Truss. Exactement, l'Autrichien Max Strusch. Ah, Et puis on a quelqu'un, ce n'est pas le jaune, ce n'est pas le bleu, ce n'est pas le rouge. Ah, c'est Caris LeVert. C'est le vert, tout à fait. Ouais. C'est Caris LeVert. Et puis côté Lakers alors, qui se fait postériser déjà? Un grand intérieur, tu me dis? Un grand intérieur, ouais. Ouais. Alors, je sais pas si du coup tu joues sur les mots et Non, allez, non. je dirais non. Ok, Anthony Davis. Anthony Davis, ouais, tout à fait. Ouais, je pensais que c'était Jackson Hayes ou Christian Wood peut-être. Anthony Davis, ouais, je te compte Christian Wood, vu que tu l'as évoqué, Ah, Christian Wood, il y est. ok. LeBron James. LeBron n'est pas sur le terrain, Sur le non. terrain. Ok. Austin Reeves. Oui, Austin Reeves. D'Angelo Russell. Oui, tout à fait. Et Jared Vanderbilt est pas là. Non, il n'y a pas Vanderbilt, c'est l'homme d'élu. L'homme des lus. T'aimes bien les bichocos ou pas? T'aimes pas les bichocos lus? Oui. Mais je cherche du coup lui. Quel joueur ça peut être? Ou Euh, l'homme de Bel Air, ça te dit rien ça? L'homme de Bel Air. Non, désolé. C'est le quoi de Bel Air? Will Smith. Attends, Will Smith. Est-ce que ça serait pas Max Christie? Non, ah non, quand Non. même. Will Smith, t'as pas la référence Ah, de c'est trop vieux non, comme. mais si, c'est Torian Prince. Mais si, mais je suis Ah bah le oui, prince de tout à Bel-Air. fait, Torian C'est le Prince. prince de Bel-Air. Le prince de Bel Air. En plus, je crois que j'ai déjà fait la blague à l'épisode 1 entre le prince de Bel Air et le prince de Lu. Mais oui, Torian Prince sur le terrain, en effet. Oui. En effet, pour ce poster dunk, on vous encourage à aller le revoir si ça vous dit. Et donc, avant de se quitter, je rappelle notre classement après 2 épisodes, 5 joueurs par épisode, 2 épisodes, on a un top 10. Kawhi Leonard est numéro 1, Mitchell numéro 2. En 3e, nous avons Rudy Gobert. En 4e, Sabonis. En 5e, Derrick White de Boston, bien entendu. 6e, Franz Wagner
Petit duel avec Derrick White, peut-être à rediscuter. KCP est par là en numéro 7. Numéro 8, Mike Conley. Numéro 9, Bogdanovic. Et pour l'instant, dernier du top 10, c'est Keegan Murray. Donc voilà, après 2 épisodes, un joli petit top 10. On a déjà envie de tout refaire, de tout reclasser, mais c'est le, c'est le but de l'exercice. En tout cas, merci beaucoup, Lucas, d'être passé sur le Basket Lab et sur la Syllab. Merci beaucoup de l'invitation. C'était un plaisir de discuter de ça. Et maintenant, moi, je vais aller regarder quelques séries et quelques films pour être meilleur la prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà déjà pour notre top 10, et déjà on a envie de tout refaire, hein, oui. C'est vrai que c'est un peu l'idée de ce classement un peu vivant. Bon, effectivement, on compare un peu parfois des tomates et des oranges. Alors je sais plus quelle est l'expression française, excusez-moi. C'est pas le même métier, mais c'est justement tout le sel de l'exercice, je trouve. C'est d'arriver un peu à comparer des profils et des métiers différents pour dire lequel peut avoir pas mal de valeur, lequel a telle subtilité par rapport à ça, pondérer telle qualité, etc. Donc voilà, c'est un peu fouillis, mais c'est aussi le but de l'exercice, de mettre les mains dans le cambouis. Donc on n'a pas peur, nous on le fait, on fait les 100, les 100 en NBA. Et donc voilà pour ce deuxième numéro, et donc on se retrouve dès demain, normalement, pour le troisième. On va enchaîner, et je peux vous annoncer la QV numéro 3, Devin Booker, Kyrie Irving, Karl Anthony Towns, Aaron Nesmith et Klay Thompson. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Lucas d'être passé sur le Basket Lab une nouvelle fois, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.